Rediffusion. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Stéphane avec son teint blanc de filet de flétan dans sa chambre avec une lumière dégueulasse pour le foyer. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On est actuellement en live sur Twitch. Vous pouvez me retrouver sur twitch.tv/lefoilier. J'essaierai de faire un live par semaine, c'est pas mal, peut-être deux de temps en temps. Je vais évidemment l'Observateur. Alors merci d'avoir porté à mon attention les vidéos de l'Observateur. La lumière est pas mal, mais en fait, alors voilà, je vais rien vous cacher. Regardez, j'ai beaucoup de chance. J'ai quitté mon studio de 17 mètres carrés où je tournais mes anciennes vidéos pour un vrai appartement en rez-de-jardin avec un jardin, quoi. Voilà. Alors, je me suis beaucoup éloigné de Paris. Je me suis un peu éloigné de Paris. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un petit peu d'espace. Ça fait du bien d'avoir plus que 17 mètres carrés. Quand même vécu là-dedans pendant 12 ans. Voilà, il était temps que j'ai un petit peu d'espace, donc là j'ai la lumière naturelle. L'Observateur, c'est catastrophique. C'est absolument catastrophique, vous avez entièrement raison. Voilà, je ne sais pas comment j'ai fait. Ouais, il fait beau là en région parisienne. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de ce type-là pendant je sais pas combien de temps. Salut Corrigan, bienvenue. Donc on va voir ça. Juste avant, je voudrais vous présenter 2-3 petits trucs. Déjà passé sur Pépite Sexiste, comme d'habitude, qui est vraiment, je trouve, un des meilleurs comptes pour dénoncer le sexisme dans la publicité. Je trouve ça assez formidable, en fait, parce que la scène féministe et antisexiste en France, elle est organisée par des personnes qui travaillent sur des points très différents, avec des angles de vue différents. Pépite Sexiste, c'est la publicité, et c'est très important de dénoncer le sexisme dans la publicité. Ouh là là, vidéo sur l'avortement de l'Observateur, il va falloir que je la regarde, bien sûr. Salut Astaya. Merci, Clone. Je vais vous présenter le dérapeur que vous connaissez peut-être pas, David, qui est formidable, qui étudie le sexisme dans certains textes de rap. Sexisme exacerbé, salut Libellule. Et ensuite, on va voir l'Observateur, quoi. Mais c'est très bien, en fait, que tout le monde aborde ça d'un point de vue différent. Donc là, en ce moment, la chaîne, elle est orientée vers la culture incel, elle est orientée vers les coachs en séduction, vers les pick-up artistes, etc. Salut Percy, merci de t'être abonné. Mais voilà, j'oublie pas d'en faire un truc un peu général, hein, en parlant du Darvo là ce matin, la vidéo est quand même bien partie, je crois, par rapport aux autres vidéos du mois, il me semble, je vais regarder les chiffres, mais voilà, qu'elle est plutôt bien partie, tant mieux, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, en fait, hein, la façon dont en fait, les hommes manipulent les femmes. La vidéo de ce matin, non, elle part vraiment beaucoup moins bien que les précédentes ce mois-ci, mais bon, voilà, ça n'a pas d'importance. Allez. On va lancer ça avec Pépite Sexiste, du coup. Oui, merci, bah voilà, on prend notre café. Oula, on prend notre café ensemble, j'en renverse un petit peu, c'est pas grave. Ça va, c'est pas trop chaud. Pépite Sexiste, du coup. Donc c'est vraiment... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce son? Je ne connais pas encore la raison de ces sons-là. Sacrenouille qui nous rejoint. Bonjour Sacrenouille, enchanté. Bon bah voilà, hein, des jouets pour enfants en rose pour présenter des petits aspirateurs pour filles, en bleu pour les garçons. Ah bah non, c'est même pour les filles, ça reste pour les filles en fait, hein. Même en bleu là, ça reste pour les filles, je suis daltonien donc ne m'en voulez pas si c'était du vert. Ils mettent en avant aussi des publicités parfois, vous savez ce que fait Pépix Séché, je trouve ça remarquable. Oui, une machine à laver rose, qui s'utilise avec des chromosomes X seulement. Parfois, ils arrivent à détourer en fait les publicités et ils demandent aux personnes qui les suivent, à votre avis, qu'est-ce que ça vend? Parce que si vous voyez une femme comme ça qui tient, auriez-vous regardé la batterie? Un truc pour batterie de voiture, c'est pas évident. Bon voilà, c'est un petit peu désespérant. Là, on est, bon bah voilà, là on est dans le male gaze pur et dur, quoi. Pur et dur, enfin, c'est-à-dire que là, en fait, on saurait même pas dire ce que la publicité vend, quoi. Donc voilà, j'adore Pépite Sexiste pour ça. J'adore vraiment Pépite Sexiste pour ça. Je voulais vous parler de Luc. J'en ai un peu parlé sur Twitter. Donc Luc, c'est quelqu'un que j'ai bloqué hier, puisque sur le groupe de travail, sur Stéphane Edouard, on a porté à mon attention qu'en fait, ça y est, il était parti dans les insultes et le harcèlement des femmes qui y répondaient. Pour que vous compreniez pourquoi moi je ne vois pas ces messages-là, je reçois vraiment énormément de messages en fait. J'en reçois entre 100 et 500 par jour. J'essaye de tout traiter comme je peux. Et l'outil que j'utilise pour ne passer à côté de rien, c'est l'outil commentaire de la section YouTube Studio, que voilà, qui me montre en fait les messages auxquels je n'ai pas encore répondu ou les messages que je garde. Mais à partir du moment où je réponds à un message, vous voyez là, si je réponds à Plouinec, ou alors je vais répondre à Laura ici, qui me dit, voilà, très bonne vidéo, je vais mettre merci Laura.
Hop là, je réponds, j'actualise la page et le message de Laura a disparu, puisque l'algorithme considère que je lui ai déjà répondu. Et donc je ne verrai pas les réponses qu'il va y avoir sous le fil. Ce qui signifie que si quelqu'un s'amuse ensuite à aller harceler Laura, bah moi j'ai pas la notification de ce message-là. Et donc je suis pas tenu au courant du fait qu'il y ait quelqu'un qui harcèle. Et là on m'a signalé que Luc était parti dans du harcèlement, donc bah voilà, je l'ai évidemment bloqué de la chaîne, parce qu'il est hors de question de laisser des mecs harceler des femmes, c'est un safe space, le fou allié, donc voilà, il dégage. Mais en attendant, donc il avait posté 267 commentaires sur ma chaîne, quasiment systématiquement le même type de commentaires. En fait, il me faisait des copier-coller de faits divers qu'il trouvait sur internet de ce type-là. Et je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'il faisait ça pour essayer de me faire prendre conscience qu'il y avait aussi des femmes qui reproduisaient de la violence. Mais sans blague, enfin, je veux dire, on le sait que la violence n'est pas que l'apanage des hommes. Mais en fait, en faisant ça, il passe à côté de ce qui fait système. C'est-à-dire que, évidemment, il y a de la violence qui peut être produite par des femmes, mais ce qui fait système, c'est la violence masculine. Et lui, il a eu un courage infini, parce que pendant 2 semaines, il écumait Google à la recherche de crimes commis par des femmes pour me les poster. Ce à quoi je finissais uniquement par répondre « et », point d'interrogation, et puis on est parti dans une petite bataille de « et ». Qu'au final, bah, j'ai gagné, c'est moi qui ai le dernier « et », puisque je l'ai bloqué après avoir mis le dernier « et ». Donc voilà, Frédéric Delavier serait content de moi, hein. C'est moi qui ai gagné la bataille des « et ». Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Effectivement, on sait que ces trucs-là existent, mais... Ah, il est venu sous un commentaire d'une vidéo. Bon bah écoute, ça m'étonne pas. Merci, hein, je suis très content de ma victoire du « et ». Mais surtout, en fait, il a la même démarche que les communautés qui voudraient tendre à prouver que toutes les violences dans la société sont commises par des personnes, je sais pas, d'origine étrangère. Ils vont aller chercher des faits divers, ils vont en faire une sorte de cherry picking, de pile, et puis ils vont dire, regardez, on a plein de faits divers qui montrent que les faits divers sont commis par des personnes d'origine étrangère. Et en fait, ils regardent pas les chiffres, ils regardent pas les chiffres de la criminalité. On sait qu'en plus, la criminalité... Elle est très genrée, ça vous le savez, elle dépend du sexe des individus, mais il y a des types de criminalité qui sont plus commises par des personnes blanches, d'autres plus commises par des personnes d'origine étrangère. On commence à avoir des statistiques, mais du coup, en fait, ils déforment la réalité en allant chercher que ces trucs-là, et c'est un peu ce que faisait Luc avec moi. Donc on me dit merci pour les vidéos sur l'idéologie et le mouvement incel, merci beaucoup. Destructeur envers les femmes, oui, très répandu. Tu as été victime d'incel, je suis vraiment désolé de lire ça. J'ai reçu un témoignage, sachez-le, sur Instagram, d'une femme qui est actuellement avec un jeune homme, ils sont en train de se séparer d'après ce qu'elle m'a dit, qui est dévorée par les vidéos de Stéphane Edouard, malheureusement, et elle voudrait témoigner de ça, de ce que ça produit dans son quotidien, donc je l'ai eu au téléphone pendant une demi-heure hier sur Instagram, et je la ferai témoigner sur la chaîne dans pas longtemps. Ah, ok bébou, et ça l'a vexé, d'accord. Allez, avant de commencer, je voudrais vous présenter du coup le dérapeur, avec une vidéo sur Vald, et vous allez voir qu'il a une très bonne culture antisexiste, féministe, etc. Et il arrive à remettre un petit peu à leur place les rappeurs. Je vous recommande sa chaîne. Hein. Salut tout le monde, c'est le Dérapeur pour une nouvelle vidéo dérapante. On continue à s'intéresser aux textes de rap dans toute leur cruauté, pour se sortir ensemble petit à petit de cette idéologie qui nous a quand même pas mal lavé le cerveau depuis 3 décennies. La dernière fois... Sachez quand même que David, il a fait du rap lui-même, donc il aime énormément ce style de musique, et il n'est pas question pour lui de dire que tous les rappeurs sont problématiques, mais il va chercher, chez les rappeurs, les textes qui méritent d'être un petit peu dénoncés. Morceau Journal Perso 2, une chouin, comment ça se masse? Un cul, comment ça se casse? Une chouin, c'est une prostituée ou une fille facile. Vous allez voir que 99 fois sur 100, quand un rappeur parle d'une femme, il en parle comme de quelque chose à baiser. C'est toujours dans le registre de la baise ou du viol qu'un rappeur va évoquer l'existence d'une femelle humaine. Les 1%... Donc voilà, là on est vraiment dans la pornification qui est décrite par Andrea Dworkin, où le male gaze produit un regard systématiquement sexualisant sur les femmes. Il l'a très bien compris, il le dénonce bien. % restant, c'est les fameux morceaux pour maman. Quoique ça se fait peut-être de moins en moins, mais il y a une époque où les rappeurs, ils avaient au moins un morceau qui était dédié à leur maman. Maman, j'ai fait du sale, j'ai fait des erreurs, mais je t'ai toujours dans mon cœur. Je vous mets au défi de me trouver un seul morceau de rap connu, genre qui passe sur Skyrock par exemple, où une femme est évoquée pour ses choix, ses combats, et son inventivité, son originalité. Un cul, comment ça se casse? Bon voilà, vous avez compris, moi je trouve que cette chaîne elle est remarquable. Je vous la mets dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Et bravo à lui parce qu'il se mange quand même des réactions masculinistes assez violentes parfois sur les réseaux sociaux. C'est pas massif parce que la chaîne, vous voyez, elle est vraiment en développement. Elle avait existé par le passé. Il me semble qu'il y avait eu beaucoup plus d'abonnés. Mais c'est quand même assez courageux d'aller affronter ces mascus, quoi. C'est quand même assez courageux.
Allez, vous l'attendiez, on y va, on se lance l'Observateur. Alors je l'ai vu hier, cette vidéo, c'est la première vidéo que j'ai vue de lui, c'est catastrophique. Effectivement, c'est aussi grave que ce que vous m'aviez décrit. Il est sur un courant que j'appelle un courant de laviériste, où pour le coup il est complètement dans ce truc de c'est la génétique qui fait que, c'est la programmation génétique qui fait que les femmes se comportent de telle ou telle façon. En beaucoup plus dangereux parce que je pense que Frédéric Delavier n'a pas conscience, je pense sincèrement que c'est une personne qui est une gentille personne au fond, je le crois, hein, et qui comprend pas en fait la problématique de ses propos. Là on est chez quelqu'un qui sait exactement ce qu'il dit, il sait exactement ce qu'il vend, il sait exactement pourquoi il tient ce type de propos-là, et ça c'est vraiment dangereux. Donc voilà, vous voyez quand même 76 000 abonnés, 120 000 vues, on est sur une personne quand même influente, vraiment influente. Et donc, bah écoutez, je vous propose qu'on se mette ça quand même à 1,25, voilà, et qu'on se lance ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter de démontrer par les chiffres pourquoi les femmes n'arrivent plus à trouver de partenaire. Donc, les femmes n'arrivent plus à trouver de partenaire, c'est assez surprenant parce que je suis allé sur ses réseaux sociaux et il tient le même discours que Stéphane Edouard sur le fait qu'aujourd'hui les femmes elles peuvent plus être célibataires, que ça n'existe pas, qu'elles peuvent avoir du sexe en claquant des doigts. Et là il nous dit les femmes en fait elles sont célibataires. Donc il y a un truc un peu pervers derrière ça qui va dérouler, puis vous allez voir la perversité du truc, elle est quand même assez grave, quoi, c'est dangereuse. La solitude est en train de devenir une réalité pour beaucoup de femmes et je ne dis pas ça avec mépris, je dis ça pour les avertir de ce qui risque de leur arriver si elles ne prennent pas aussi la pilule rouge et si elles ne prennent pas la mesure des choses. Alors la pilule rouge, en fait, le mouvement Red Pill, c'est un courant... Oula, non, surtout pas, n'allez pas me mettre de l'algorithme Red Pill. Donc c'est un courant incel très fort. Alors, où est-ce que je peux vous trouver un truc pour vous l'expliquer, un truc qui soit vraiment correct, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Si je mets théorie Red Pill, qui est très en vogue. Et d'ailleurs, vous verrez pas mal de vidéos avec le hashtag Red Pill. Voilà, très bien, de contrepoint. Donc on nous dit beaucoup d'encre à couler pour dénoncer les pratiques et l'idéologie woke. Il existe un équivalent au mouvement woke chez les conservateurs qui échappe jusqu'à présent aux critiques, c'est le mouvement Red Pill. Tout comme le mouvement woke, il est protéiforme et donc difficile à définir, mais on pourra proposer la définition suivante. Le mouvement Red Pill assemble un ensemble de courants de pensée, généralement conservateurs, convaincus que la majorité de la population préfère se raccrocher à des mensonges rassurants ou politiquement corrects plutôt que d'affronter la réalité. Dans l'idéologie incel, ça se manifeste sur quoi? Ça se manifeste dans le fait que, soi-disant, il y a une réalité qui est absolument évidente, à savoir que les hommes souffrent de misère sexuelle et pas les femmes, que les femmes seraient hypergames, que les hommes sont en situation de domination, que ça c'est une évidence, que tout le monde le voit, enfin que seules les personnes éveillées le voient, et ils essayent de mettre ça au grand jour. Donc on a toujours ce même truc, vous savez, de nous on voit la réalité, que Stéphane Edouard dit souvent, c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous voyez Red Pill dans une vidéo YouTube, vous pouvez être à peu près certain que vous êtes sur un truc incel, ou sur un truc conspirationniste, parfois sur les théories du complot juive, etc., etc. Donc voilà ce qu'il sous-entend par Red Pill. Temps pour elles de voir le monde tel qu'il est et non tel qu'elles ont envie qu'il soit. Oui, lui, il sait en fait quel est le monde dans lequel vous évoluez les femmes. Le monde n'est pas tel que vous le voyez, c'est vraiment le truc Red Pill, quoi. Et il va vous l'expliquer. Une étude de Morgan Stanley publiée dans un article intitulé The Rise of the She Economy, l'émergence de la L économie, L pronom féminin, E2LE, explique que d'ici 2030, 45% des femmes américaines âgées entre 25 et 44 ans seront célibataires. Écoutez bien ce chiffre, en 2030. Donc, salut Mino. Oui, c'est ça, leur unique intérêt, c'est accumuler les conquêtes, c'est ça, c'est pécho. Donc là, on vous dit que 40% des femmes américaines, 41% des femmes américaines seront célibataires en 2030 et que ce chiffre va augmenter de 1,2% chaque année. Près de une femme sur deux, âgée entre 25 et 44 ans, sera célibataire pour le restant de ses jours. Et ça veut tout simplement dire qu'elles n'auront aucun partenaire permanent et finiront leur vie seules. Et ce chiffre continuera à augmenter à raison de 1,2% par an. Donc 40% en 2030, ça augmente de 1,2%. Donc pour faire 60%, il faut attendre 48 ans. Donc en 2078, toutes les femmes du monde seront célibataires. Si on suit le graphique, 1,2% par an. Toutes les femmes du monde seront célibataires en 2072 à peu près. Mais je comprends, en fait. Astaya nous dit, mais en fait, moi, je commence à avoir peur des jeunes hommes de mon âge.
Et c'est précisément finalement la définition de la misandrie, cette peur de la virilité qui produit des personnes violentes, et je le comprends malheureusement. Bah ouais, hein, les femmes peuvent préférer rester seules plutôt qu'être avec nous, bah oui, oui, ça se comprend. Donc vous allez voir que cette étude, elle est complètement bidon d'ailleurs, elle est vraiment très très drôle. Je vais pas vous spoiler en fait, parce qu'en fait c'est pas du tout une étude, hein, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre, et vous allez vite comprendre. Un autre chiffre publié dans le Daily Mail dévoile que 53% des femmes de moins de 30 ans n'ont pas d'enfants. L'âge moyen pour avoir un enfant a atteint 31 ans pour la première fois de l'histoire. Par comparaison, l'âge moyen auquel les baby boomers, et là on parle bien sûr des femmes, avaient leur premier enfant était de 22 ans. En termes Donc ça c'est vrai, effectivement, aujourd'hui l'âge moyen auquel on a un enfant il est beaucoup plus proche de 30 ans que de 20 ans. Mais aujourd'hui, les femmes, elles ont accès à l'éducation, elles ont accès à la carrière, et bah en fait, elles se rendent compte que c'est plutôt agréable d'avoir une carrière, et donc d'être indépendante, d'être autonome, de plus dépendre d'un homme dans sa vie. Donc bah voilà, vous avez des femmes qui préfèrent se consacrer à leur carrière, et qui envisagent de fonder une famille plus tard, ou de ne pas en fonder du tout. Et rien d'étonnant finalement à ça. Quelque part, ce qui était anormal, c'était que les femmes étaient maintenues dans une sorte de rôle où elles étaient considérées un peu comme Frédéric Delavier le dit, comme des pondeuses d'enfants, quoi. Ça, c'était anormal. C'était anormal qu'à 22 ans, elles soient obligées, en fait, de trouver un homme pour s'extraire de leur famille. C'est très simple, hein. C'est un petit peu la définition même du mot patriarcat. C'est-à-dire que les femmes appartenaient au père, au départ, dans la famille, qui décidait de tout pour elles, et il fallait qu'elles trouvent un homme pour pouvoir sortir de ce système, pour pouvoir se sortir de l'emprise familiale. Et c'est un petit peu pour ça que l'article partagé par le Cairn est très intéressant, puisqu'il parle justement de la représentation des femmes dans la littérature et de l'hypergamie dans la littérature, en expliquant que pendant très longtemps, l'une des rares portes de sortie pour les femmes, pour quitter le domicile familial, c'était de trouver un homme rapidement et de faire des enfants. Mais ça, c'est anormal. C'est pas quelque chose qu'on souhaite, c'est pas quelque chose de souhaitable. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui les femmes fassent des enfants plus tard, et quand on y pense, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que ça montre aussi qu'il y a une indépendance qui est prise de plus en plus, et qu'on va arriver petit à petit, à la force de nos bras, à une égalité, ou en tout cas une égalité au moins partielle. Économie, si on veut être un peu cynique, et c'était aussi le but de cette étude de Morgan Stanley, on pourrait déduire que les business relatifs aux chats, bar à chat, jouets pour chat, alimentation pour chat, vont exploser. Pourquoi ? Si vous êtes célibataire, vous allez prendre des chats, c'est bien connu, et du coup ce business-là va exploser. Faut investir, d'ailleurs c'est ce qu'il va dire, il faut investir dans ces trucs-là. Pourquoi ? Parce que la solitude orientera naturellement des millions de femmes seules vers ces animaux de compagnie. Et à ce type de business, on pourrait... Pourquoi pas des geckos ou des poissons ? Pourquoi tout le temps des chats ? Bon après j'adore les chats, hein. Je pleure toujours la perte de ma petite délice, mais je vais vite finir par reprendre un chat, hein. Aussi ajouter les antidépresseurs dont les femmes sont les premiers consommateurs. Voilà, donc les consommateurs d'antidépresseurs, donc consommatrices en l'occurrence. Non, pas du tout. C'est pas de la consommation d'antidépresseurs, hein. C'est simplement qu'il y a un mal-être, que les mal-être touchent plus les femmes pour toute une série de raisons. Je pense que quand on vit dans une société dans laquelle on vous met en tête les femmes que, en fait, il faut craindre les hommes et que vous avez la confirmation quasiment quotidienne que les hommes sont menaçants, que vous voyez une indifférence générale des hommes par rapport à cette situation-là, c'est presque anormal, finalement, de se sentir bien dans ces milieux-là. Bien sûr que c'est sain de se dire, mince, en fait, il y a des dangers, il faut que je m'en protège. Et c'est aussi pour ça que on a besoin de toute l'énergie positive de la part des hommes pour faire des vidéos, pour déviriliser la société, pour que ce truc-là n'existe plus. Évidemment que les femmes consomment plus d'antidépresseurs que les hommes dans le monde, évidemment, mais c'est pas des consommatrices, en fait, elles subissent la domination masculine, et il faut trouver des béquilles, quoi. Toroken qui dit les chats ils vont avoir toutes les femmes, des vrais chats. Ouais, c'est leur programmation génétique qui fait qu'ils vont se rapprocher des femmes. Les services pour cryogéniser les ovules, l'alcool et surtout le vin. Et on peut déjà imaginer... L'alcool, surtout le vin, vous buvez du vin, vous les filles. Et pour cryogéniser les ovules, oui, évidemment. Plus on s'approche de 40 ans, et plus il y a des risques que les grossesses soient compliquées. On le sait, donc en fait c'est plutôt logique, et il n'y a pas grand-chose à reprocher à ça, au fait qu'il y ait des femmes qui veulent cryogéniser des ovaires. Et puis de la même façon, les hommes pourraient faire exactement la même chose. Évidemment, c'est discuté en loi de bioéthique, parce qu'on est toujours à la frontière du transhumanisme là-dessus. Donc en fait, les personnes qui travaillent dans les milieux de bioéthique se posent des questions, se disent est-ce que c'est normal, comment on encadre ça, etc. Il y a une réflexion autour de ça, mais moi ça me paraît tout à fait sain. Le vin, oui, quand on est célibataire, on boit. C'est connu que les alcooliques sont des célibataires. Un futur avec des soirées célibataires pour femmes, où elles pourront se raconter à quel point les hommes sont horribles en sirotant du vin, dont moi-même et Morgan Stanley seront actionnaires.
Ah voilà, il va investir dans du vin. Vous avez pas honte de vous retrouver entre soirées de célibataires, les filles, pour dire que les hommes sont horribles? Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Je veux dire, à part 100 000 viols par an, 100 à 150 féminicides, à part l'inégalité salariale, à part vous avoir privé de l'accès à l'éducation pendant des années, à part ça, qu'est-ce qu'on a fait? Franchement. Bon, vous êtes un peu dur, vous êtes rancunière. Vous avez la rancune vraiment longue. Et quelque part, si vous souhaitez devenir riche, tous les business associés à cette future solitude des femmes seront une opportunité extraordinaire et les banquiers l'ont parfaitement compris. Dans cette étude, Morgan Stanley s'intéresse surtout aux investisseurs afin de les aider à placer leur argent en fonction de cette nouvelle donne socio-économique. Et comme les femmes investissent très peu en bourse, eh bien c'est essentiellement les hommes qui profiteront de cette manne financière. Alors, à votre avis, pourquoi les hommes investissent peu en bourse? Il est marrant, lui. Pour investir en bourse, il faut de l'argent, c'est l'argent qui fait l'argent. Les moyens de production ne sont pas dans les mains des femmes majoritairement. Bon, bref. Il manque la musique, oui, pour faire une vidéo complotiste. C'est vrai qu'en plus, on a bien le ton. C'est vrai qu'on a le ton. Les chats ont du succès avec les femmes car elles sont baignées dans les vidéos de Stécha Edouard et fait ses griffes de la vie. Ah ouais. Bah ouais, les chats, faites attention au contenu des réseaux sociaux que vos chats consomment. Faites bien attention à ça. Et avant de passer à la démonstration technique, je souhaitais m'arrêter un instant sur les quelques notions que je viens de développer. Il faut bien comprendre que la solitude et la solitude des femmes et leur célibat est un business. Lorsqu'on compte, lorsqu'on calcule en milliards de dollars... Ouais, la solitude des hommes, c'est pas un business du tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas majoritairement des hommes sur les sites de rencontres. Non. C'est la solitude des femmes, le business. La solitude des hommes, bon, voilà. J'allais dire, nous, on est des bonhommes, quoi. La solitude, ça va, quoi. On va pas non plus monnayer dessus, quoi. Ce que représente la dépense liée à la solitude, c'est phénoménal. Entre les animaux de compagnie, leur alimentation, leurs jouets, les anxiolytiques, les antidépresseurs, tous les cachetons. Et encore une fois, vous pouvez aller vérifier les sources, les femmes. Le coût de la solitude, c'est la nourriture pour chat et les cachetons. J'adore. Sont le premier ou les premiers consommateurs d'antidépresseurs au monde. Toutes les activités qu'elles devront faire pour compenser cette solitude, parce que lorsqu'on vit seul, lorsqu'on n'a pas d'enfant, eh bien on va aller faire du yoga, on va aller voyager. Quand on vit seul et qu'on n'a pas d'enfant, on fait du yoga et on fait des voyages. C'est le coup de la solitude, tout ça. Non, pas d'animaux de compagnie dans les familles, pas de yoga et puis pas de voyage. Salut Christinette, oui, il faut se méfier des chats, évidemment. On va essayer d'oublier cette solitude. Et quelque part, vous allez me dire, oh, l'observateur, c'est pas grave, le yoga, c'est bien, les voyages, c'est bien. Oui, mais c'est bien lorsqu'on les fait en tant que personne épanouie. Si tu es heureux dans ta vie, si tu es équilibré et que tu fais du yoga ou que tu vas voyager dans un pays tropical, pourquoi pas. Mais si tu vas dans un pays tropical pour te taper des petits jeunes parce qu'il y a... Alors, pause. Donc, en fait... Si vous faites du yoga et que vous allez déjà bien, ça va, c'est bien. Mais si vous faites du yoga parce que vous allez mal, en fait, où est le problème? Où est le problème? Je comprends pas, en fait, dans sa vision de, de chercher à aller mieux. Le problème, c'est qu'en fait, pour lui, chercher à aller mieux, c'est les femmes doivent dire oui aux hommes, en fait. Il faut que vous baissiez votre niveau d'exigence, c'est tout le contenu de la vidéo. Parce que la solution, c'est un homme. C'est ça ce qu'il vous dit. Parce qu'effectivement, moi, quand je me sens seul, j'écris, par exemple. Voilà, c'est une de mes grandes passions, je bouquine, j'écris la littérature, j'adore ça. D'ailleurs, je vais réorienter mes études pour refaire de la littérature, parce qu'il y a vraiment que ça qui m'intéresse le plus, que je pourrais faire toute la journée. Et donc, en fait, ce qui me dirait à moi, c'est que oui, mais en fait, je fais ça pour éviter ma solitude. Mais oui, effectivement. Effectivement, ça me donne l'impression d'être connecté à quelque chose d'important. Et c'est très bien, parce que du coup, je me laisse pas aller, je reste pas dans mon lit pendant 4 heures, comme ça peut m'arriver dans les moments où je déprime. C'est une excellente chose. Et donc ensuite, il dit, attention, les femmes, machin, pour faire du tourisme sexuel, c'est ça ? Dans un pays tropical, pourquoi pas. Mais si tu vas dans un pays tropical pour te taper des petits jeunes parce qu'il n'y a plus personne en Occident qui veut te toucher, lorsque tu es... si vous allez dans des pays tropicaux, les filles, pour vous taper des petits jeunes parce que personne ne peut vous toucher, alors ça c'est sûr, c'est pas les hommes qui vont faire ça. Alors là, non. Alors nous, c'est pas notre genre d'aller en Thaïlande pour aller ensuite... je vais même pas le dire tellement c'est horrible, quoi. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Les femmes, vous allez vous taper des petits jeunes au Brésil parce que plus personne ne veut vous toucher en France. Aïe. Une femme et que tu vas, je sais pas, dans des pays de la misère pour essayer de trouver un black qui veut bien de toi, je trouve pas ça particulièrement sain. Et la raison pour laquelle j'ai trouvé cette étude de Morgan Stanley, que je vous mettrai en description de cette vidéo intéressante, c'est qu'elle a quelque part décomplexé ce sujet, un sujet dont personne ne veut parler. Personne ne veut parler du coût, du prix, de la valeur, de la solitude des femmes. Et on comprend en lisant cette étude, en s'intéressant à ça, que c'est une vraie économie. Et on peut même se demander si l'éclatement de la famille, l'encouragement de la femme indépendante, l'encouragement à la solitude, l'idée de dire aux femmes ne faites pas de gamins, ayez des carrières, travaillez. Mais qui dit aux femmes faites pas de gamins, ayez des carrières, qui encourage les femmes à la solitude?
Non, 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 les mouvements féministes, en particulier première et deuxième vague, ils ont encouragé les femmes à prendre leur indépendance et elles ont milité aussi fortement que possible pour que l'accès à tous les types d'études soit faisable. Et aujourd'hui, maintenant que enfin les femmes ont le droit, c'est quand même la moindre des choses de faire des études, je sais pas, de sciences ou quoi que ce soit, elles commencent à avoir des salaires qui ressemblent à ceux des hommes. Toujours une différence salariale en France. Je crois qu'à poste égal, je crois qu'on est toujours à 7% d'écart dans les salaires, c'est inacceptable. Je crois que le salaire moyen, en revanche, on est à plus de 25% d'écart entre les femmes et les hommes, un truc comme ça, un truc genre 22%, mais c'est une excellente chose en fait. Et lui, il voit ça comme un truc, ah mais c'est pour vous, je dis les femmes, arrêtez de travailler, arrêtez d'essayer d'avoir envie de faire des carrières. Moi je dis ça pour vous parce que sinon vous allez finir seul. Vous êtes les égales des hommes, il y a peut-être derrière aussi la volonté de développer une certaine forme d'économie. Malheureusement, les femmes le réalisent très tard. Elles travaillent, elles font la working girl de 25 à 32, 33 ans. Et à un moment, elles se réveillent un matin, 33, 34 ans. T'as des choses qui commencent à partir en couille, la peau ne tient plus aussi bien qu'avant. Ouais, 32, 33 ans, ça y est, tout part en vrille. Bon, ça y est, la peau, elle tient plus, etc. Donc là, on est vraiment dans... comment il s'appelait ce morceau, là, Femme des années 2000, là, de Sardou. Alors, je vais pas pouvoir vous le mettre, mais on va lire le texte. Être une femme, voilà, être une femme. Alors ça, c'est beau, vous allez voir. Donc là, on est sur du sardouisme, de la part de Sardou, qui... qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit... Non, 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 c'est pas celui-là que je veux, c'est pas celui-là que je veux. Non, 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 attendez. Moi, je veux pas je veux pas le chef-d'œuvre. Comment s'appelle ce morceau? C'est pas Femme des années 2000? Ouais, date d'opération. Être une femme 2010, ah voilà, être une femme 2010. Ou à la fin, il dit... Donc, c'est l'histoire d'une femme qui fait carrière, femme capitaine de société, elles ont d'autres chats à fouetter, des conseils d'administration, de longs dîners en réunion, passer en coup de vent chez le coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur. Alors, ouais, vous pourriez quand même prendre un peu de temps pour vous maquiller, vous vous rendez pas compte. Elles rentrent épuisées tous les soirs, la télé, elles veulent plus la voir, elles veulent plus voir la télé, les filles. À peine la couve d'un magazine et un cachet qui les assassine. Quant à l'amour, elles n'y pensent plus, juste un amant qu'elles ne revoient plus. D'ailleurs, c'est un acte manqué quand leur portable se met à vibrer. Pour la nostalgie d'autrefois, faudrait du temps. Elles n'en ont pas. Mais, vous avez une porte de sortie, les filles. C'est nous. Elles y reviendront évidemment avec le premier cheveu blanc. 30 années se sont écoulées, ont-elles perdu ce qu'elles ont gagné? Elles étaient femmes en 80 et femmes jusqu'au bout des seins. Question salaire, ça ne va pas mieux, celui d'un homme coupé en deux. Le pur féministe Sardou. On les enfume de parité, mais qui promet l'égalité? Je sais que beaucoup en ont marre, mais il n'est pas encore trop tard, il suffit de retrouver l'adresse du type gâché dans leur jeunesse. Donc vous voyez, et ensuite elle refait sa vie avec un homme et tout va bien, tout va bien. Et c'est exactement ce qu'il dit, là on est vraiment sur du Sardou. Oula, pardon, vous avez envoyé plein de petits messages ici. Alors, oui, il disait que les femmes avaient autant de sexe qu'elles voulaient, absolument, effectivement ça fait partie de leur idéologie. Il attribue aux femmes des vices considérés comme masculins, alcoolisme, prostitution, tourisme sexuel, et oui. Il y aurait une économie pour des êtres humains indépendants. La pression sur les femmes pour faire des enfants, oui, absolument. En plus de ça, Fabrice, tu as raison de le préciser. Il y a une pression sociale pour enfanter rapidement, effectivement, surtout sur les femmes. 33 ans, la femme atteint sa date de péremption, je crois que c'est même... Selon DiCaprio, je crois que c'est 23 ans même, Chris Honnête. Je suis désolé de vous l'annoncer aussi rudement. 2010, oui, voilà, c'était être une femme en 2010. Après 30 ans, c'est pratiquement la fin, il faut être réaliste. Retraite à 25 ans pour les femmes, pas mal. Encore une histoire de chat, etc. Les hommes te regardent moins, et ceux qui te regardent... 33 ans, les hommes, ils vous regardent moins. En général, veulent essentiellement du sexe. Très peu d'hommes, faut être honnête. Si j'ai envie d'avoir des enfants, je vais viser du 25, 26 grand maximum. Ouais, 25, 26, ouais. Parce qu'après, après, vous vous rendez pas compte, on va quand même pas faire un gosse avec une femme de plus de 30 ans. Même 27 ans, mais jamais au grand, jamais. Et ça n'engage que moi. C'est pas un jugement de valeur général. J'ai le droit d'avoir des choix et des options. Jamais je ne ferai un enfant à une femme qui a plus de 27 ans. Pourquoi? Mais je suis pas sûr qu'il existe une seule femme de plus de 27 ans qui a envie de faire un enfant à l'observateur. Non, je m'avance peut-être. Parce qu'avec les informations que j'ai pu collecter, avec les informations que j'ai, je considère que c'est dangereux. Les risques d'autisme augmentent, les risques de malformation augmentent, les risques de problèmes d'une façon générale, autant pour la mère que pour l'enfant, augmentent. Donc c'est un choix personnel. S'il y a des hommes qui préfèrent s'amuser... Ah oui, d'accord, c'est un choix altruiste. Âge, risque, grossesse. Avec ces informations. Ouais, complications à partir de 35 ans et plus encore à partir de 40 ans. Voilà, après 35 ans, les grossesses, elles sont un peu suivies. Après 40 ans, le suivi, il est assez important. Bon, bah voilà, en un truc, en une petite recherche sur Google, on voit très bien que son âge de 26-27 ans max, bref. Ah bah l'âge du père aussi, Gisca, tu as raison, évidemment. Alors le risque, du coup, n'est pas pour le père, mais il est pour l'enfant, effectivement, ouais. Et en plus, évidemment, c'est aussi pour ça qu'on est aussi critique, merci à Ispa Paradis de le préciser, effectivement c'est pour ça qu'on est critique avec les différences d'âge quand elles sont dans ce sens-là, parce qu'on a toujours peur qu'il y ait des relations de manipulation, quoi.
à ça, aller faire des gamins, des gonzesses de 35, 36 ans, allez-y, que bien vous en fasse, mais c'est pas mon attitude, c'est pas ma vision des choses. Et je pense Il n'a pas d'enfance, monsieur, hein, sachez-le. Il n'a pas encore fait d'enfant. que beaucoup d'hommes réfléchissent de la même façon, et en général, quand tu fréquentes une gonzesse qui a cet âge, c'est que tu as envie de t'amuser, sexuellement parlant. Ouais, nous les hommes, c'est ça. À partir du moment où on fréquente une fille de plus de 27 ans, c'est simplement parce qu'on a envie de s'amuser. Hein. Mais l'avenir avec elle, quel est l'avenir? Comment tu peux te projeter honnêtement avec une femme qui a 33, 34, 35 ans? Admettons. Hein, Mais ouais, comment vous pouvez vous projeter avec des femmes qui ont 34 ans hein? Comment vous pouvez vous projeter avec des femmes comme ça, quoi? Vous vous rendez compte, le coût des soins infirmiers, de l'aide-soignante à la maison tous les jours, hein? Oh là là, comment vous faites? Je vais essayer de ne pas être trop dur, d'être le plus objectif possible. Oui. Tu la rencontres à 33 ans, tu vas pas faire des gamins tout de suite. Tu vas un peu la fréquenter, il faut se connaître, il faut savoir si elle est équilibrée, si c'est pas une folle. Elle aussi, elle aura besoin de te connaître. Ouais, nous les mecs, il faut vraiment qu'on vérifie que vous n'êtes pas des folles. Hein. Par contre, vous pouvez nous faire confiance les yeux fermés, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a absolument aucun risque. Donc on va dire que 2 ans plus tard, vous aurez fait quelques voyages, vous vous serez fréquenté sur une durée correcte de 2 ans. Elle a déjà 35 ans. Tu fais le premier enfant à quoi? 36 ans? Le deuxième à quoi? 38, 39 ans? Tu vois bien que déjà en termes de timing, c'est flingué dès le départ. Et malheureusement, c'est comme ça que l'illusion du monde moderne a flingué beaucoup de femmes, parce qu'elles ne sont pas conscientes de ce qui leur arrive. Elles travaillent, tête baissée, elles sont dans la carrière, 27, 26, jusqu'à 30, 31 ans, puis à 31 ans, elles seraient... Vous êtes en carrière professionnelle jusqu'à 30 ans, vous gagnez de l'argent jusqu'à 30 ans, les filles. Hein. Vache. Ah merde, les ovules, la fertilité, faut que je pense à faire un truc, elles sont en panique. Et je parle en connaissance de cause, hein. J'ai fréquenté des femmes de 31, 32 ans sans avoir de projet long terme avec elles, sauf que... Ah, il parle en connaissance de cause, hein. Il a fréquenté des femmes de 30, 31 ans, hein. Donc il sait les femmes hein, que vous regretterez la carrière après 30 ans. Hein. Elles avaient des projets long terme avec moi. Pourquoi? Parce que, horloge biologique, elles savent que ce mec qu'elles ont sécurisé, qui gagne correctement sa vie, qui est intelligent, qui est pas trop moche, c'est une opportunité, comme il y en a pas beaucoup, faut rapidement... Ouais, l'observateur c'est un Tchad, hein. Et vous tombez sur lui, c'est une opportunité comme il n'y en a pas beaucoup. Hein. On appréciera la manipulation hein, du mec qui reste quand même avec des femmes qui ont des projets à long terme avec lui alors que lui il veut simplement s'amuser. Hein. Ça c'est vraiment dégueulasse. Hein. Lui faire un gamin. Sauf que moi je suis pas dans ce délire, j'étais pas dans ce délire. En tant qu'homme, je suis fertile jusqu'à ma mort, je peux concevoir... Non, jusqu'à la mort, faut peut-être pas exagérer, il y a quand même une andropause chez les hommes, alors elle est très tardive, c'est vrai, très tardive, hein, mais quand même une andropause chez les hommes. Hein. Jusqu'à ma mort. Je suis pas en train de vous dire que je vais faire des gamins à 70 ans, mais je suis techniquement sur le papier fertile jusqu'à mon dernier souffle, donc je n'ai pas la pression de ces femmes. Je n'ai pas non plus la pression de ces femmes parce qu'avec l'âge, ma valeur augmente et j'avoue que j'ai jamais eu autant de succès avec les femmes. Avec l'âge, la valeur d'un homme augmente, hein, c'est un précepte sexiste. Hein. Donc voilà, les hommes deviennent de plus en plus beaux avec l'âge, puis les femmes à partir de 30 ans, qu'est-ce qu'il avait dit là? Vous avez la peau qui pend, un truc comme ça? Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de succès avec les femmes aujourd'hui que je n'en avais à 26, 27, 30, 31. On va dire que... Ah donc il a au moins 31 ans. Mais bravo, si vous avez du succès avec les femmes, c'est pas un exploit. Hein. Je veux dire, le but c'est pas de les collectionner. Hein. Le but c'est d'être heureux dans la vie. Hein. Changer, devenez une bonne personne, observateur, trouvez quelqu'un qui vous rend heureux et puis arrêtez-vous là. Hein. Il n'y a pas besoin de faire augmenter le chiffre. Hein. J'ai commencé réellement à avoir du succès avec les femmes, c'est-à-dire à en avoir facilement, à en avoir qui me regardent, qui me sollicitent, qui veulent me voir, etc. Ça a commencé à 35 ans. Et ça aussi... Ah donc il a au moins 35 ans ce monsieur. Minimum 35 ans. Et vous vous rendez compte, vous voyez, c'est comme ça qu'ils voient les femmes. C'est les femmes trophées, quoi. Hein. Correspondu à une époque où j'ai commencé à bien me sentir. À partir de 35 ans, c'est comme un déclic. Bizarrement, j'ai commencé à être à l'aise avec moi-même, à savoir qui je suis. J'ai fait le travail sur mes peurs, sur mes angoisses. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai commencé à avoir à cet âge une certaine maturité. J'ai clairement commencé à savoir ce que je voulais. Et si ça peut rassurer les plus jeunes qui m'écoutent, un homme, c'est comme un bon vin. Un homme qui s'entretient, bien sûr. Un homme qui fait attention à lui. Si tu manges de la merde et que tu fais pas de sport, à 40 ans, tu ressembleras à une merde. Un homme, c'est un bon vin. Hein. Ça prend de la valeur avec l'âge. Hein. À condition de faire du sport et de pas manger de la merde. Hein. Mais pas les femmes. Hein. Non, pas les femmes. Alors, les femmes capitale beauté jusqu'à 25 ans. Hein. Puis après, c'est terrible. Hein. Mais oui, non mais de toute façon, il se passe, c'est les gens les plus insécures au monde, hein, ces types-là. C'est les gens qui ont une insécurité profonde par rapport à leur virilité. Ils ont besoin qu'on les reconnaisse comme des personnes viriles. Ils ont besoin, ces hommes-là, qu'on dise mais oui, voilà, vous êtes encore beau, oh là là, 35 ans, vous avez pris de la valeur avec le temps. Mais oui, vous pouvez toujours sortir avec des petites jeunettes. Vous allez voir, c'est ce qu'il dit dans la vidéo, parce que pour lui, c'est un pur objectif. Hein. Lui, à un moment donné dans la vidéo, il dit, moi, je m'en fiche. Je ferai peut-être des enfants à 40 ans. Ce sera facile pour moi de trouver une gamine de 23 ans avec qui faire des enfants. C'est grave, hein, de toute façon, ce qu'il dit. Une insécurité, mais profonde de ces gens-là, c'est dangereux. Hein. Alors attention, être insécure en couple, évidemment, si on rentre pas dans un rapport de domination avec la femme pour lui imposer des règles, des règles complètement verticales, pour calmer notre insécurité, comme l'empêcher de voir des hommes, etc. C'est pas grave, on peut être insécure en couple, hein, évidemment. Hein. La faille de l'abandon ne veut pas dire qu'on est des pervers. Mais à partir du moment où, en fait, quand on a une peur de l'abandon comme ça, on en vient à développer des théories dans lesquelles, finalement, on justifie la position dominante de l'homme, bah là, il y a un problème. C'est ça qui est dangereux.
Un homme qui s'entretient sur tous les plans, vieillit comme un bon vin, il prend de la valeur, il prend de l'épaisseur, il prend de la profondeur. Et on n'est pas dans le même schéma féminin de la panique et de l'horloge biologique. Tu seras Alors voilà, l'horloge biologique, c'est un terme assez sexiste quand il est utilisé dans ce genre de circonstances-là. Pour les hommes qui connaissent pas, c'est un truc qui dit en fait, plus le temps avance et plus les femmes ont la pression pour faire des enfants vite. Et en fait, utilisé comme ça, c'est un concept sexiste, parce que le fait qu'effectivement, il y ait une pression sociale pour les femmes de faire des enfants le plus jeune possible, ça existe, il faut se battre contre la pression sociale, mais utiliser ce concept sexiste d'horloge biologique pour leur mettre la pression en disant « Eh les filles, il va vite falloir vous mettre avec des hommes », c'est vraiment du sexisme. Extrêmement séduisant à 40 ans, à 42, à 45, jusqu'à 50 ans. J'ai envie de dire que les meilleures années pour un homme, je pense que... Ah, merci Jessica pour l'info. 4 ans de différence d'âge en moyenne, donc ça sous-entend bien qu'effectivement, contrairement à ce qui se passe dans leur tête, les filles de 20 ans veulent pas être avec des filles de 40 ans, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça, Flower. Il se dit, allez, maintenant c'est mon tour. Moi j'ai pris de la valeur comme du bon vin, donc maintenant c'est à mon tour avec les jeunettes de 25 ans. Les années où tu capitalises le plus, où tu te fais le plus d'argent, où tu as le plus de succès, où tu es le plus intéressant, j'ai envie de dire, c'est entre 35 et 50 ans. 36 ans. Je suis dans la période où je suis le plus intéressant et où je gagne le plus de pognon. Ça vous intéresse, ça, le pognon, les filles. J'ai l'impression que cette... Ah oui, attendez, il faut que je fasse une parenthèse là-dessus. J'ai fait une erreur d'interprétation du document que j'ai présenté sur l'hypergamie. Les femmes sont évidemment plus pauvres que les hommes en France, donc c'est tout à fait normal de retrouver plus d'hommes qui gagnent plus d'argent que les femmes dans les couples. En fait, l'hypergamie, dans ce document-là, il est examiné par rapport à l'origine sociale. Il montre qu'il n'y a pas d'hypergamie sur l'origine sociale. Sur le niveau de diplôme, là, il montre en revanche une hypergamie masculine, c'est-à-dire que les hommes ont tendance à être avec des femmes plus diplômées qu'elles, et également sur les statuts socio-professionnels. Les hommes sont avec des femmes qui ont un statut professionnel plus élevé qu'eux. Mais il y a toujours une inégalité de salaire, donc il n'y a pas d'hypergamie masculine par rapport à l'argent, mais pas d'hypergamie féminine non plus par rapport à l'argent. Ah non, mais la pédocriminalité, oui, dans cette vidéo-là, on est à la frontière, vraiment. C'est vraiment l'âge d'or pour un homme. Tu peux toujours être intéressant après 50 ans, mais on va dire qu'à 50 ans, tu peux encore avoir un corps très correct. Tu peux encore pécho de la gonzesse de 25 ans si tu en as envie, mais pas... Si vous avez 25 ans, vous pouvez pécho des gonzesses de 25 ans, mais pas quoi ? À n'importe quel prix. Pour faire simple, si tu as 50 ans, que tu as un physique correct, que tu as des revenus plus que corrects, tu pourras éventuellement baiser ta petite secrétaire de 25 ans sans aucun problème, et c'est même elle qui va te le demander. Ah voilà, c'est la petite secrétaire de 25 ans qui va demander à baiser son patron de 50 ans. Il vit dans un monde complètement imaginaire. Si t'es un loser de 50 ans, faut pas rêver. Bon, faut être un peu réaliste et cohérent. C'est pas le cas pour une femme. Une femme qui a réussi sa vie, qui est millionnaire à 50 ans, ne va pas forcément attirer des mecs. Ou alors elle va attirer... Vous voyez la misogynie, quoi, hein, la misogynie profonde. Il prend des photos de femmes que lui estime ne plus être désirables. Voilà. Non mais littéralement, c'est ce qu'il fait, quoi. Il estime que ces femmes ne sont plus désirables. Et donc, il en fait une généralité. Vous avez beau être millionnaire, quand vous avez 50 ans, plus personne n'a envie de vous. C'est terrible. Tirer ceux qui en veulent après son argent. Mais physiquement, je suis désolé, t'as pas envie de pécho des gonzesses de 50 ans. Donc la biologie pour une femme, c'est important. Excusez-moi, mais alors là, je vais vous parler de mon plus grand crush. Ouh là, je suis fatigué. Ça va me revenir tout de suite. Et ben alors, j'ai oublié son nom. C'est mon grand crush depuis que je suis ado, une des femmes que je trouve les plus belles. Ah voilà, bien sûr. Pardon, mais oh mon Dieu, que cette femme est magnifique. Absolument magnifique. Vraiment, Carole Bouquet, je la trouve incroyable. Frances McDormand aussi, l'actrice, enfin bref. Donc voilà, 65 ans hein, sur la photo. Enfin bref, pauvre type, quoi. Vraiment le pauvre type. Biologie pour un homme, c'est différent. C'est aussi important, mais c'est différent. On n'a pas d'horloge dans notre tête qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. On fait des gamins quand on veut, sous nos conditions. Ouais, quand on veut, hein. Pas quand aussi vous voulez. Hein. C'est nous qui décidons quand on fait des gamins. Hein. Quand nous on veut, on fait des gamins. Hein. Et avec qui on veut. C'est pour ça que c'est important. La seule chose que doit faire un homme, la seule mission d'un homme, c'est de réussir sa vie. C'est ta seule mission. C'est ta seule mission. Pourquoi ? Parce que lorsque tu réussis... Ta seule mission, c'est de réussir ta vie professionnelle, de gagner de l'argent, d'accord ? C'est ta seule mission. Et de faire du sport pour t'entretenir. Comme ça, le jour où tu veux faire des enfants à 70 ans avec une fille de 20 ans, tu peux. Pardon, excusez-moi. J'ai un peu caricaturé, mais pas tant. Hein. C'est ça que ça te permet d'avoir. Lorsqu'on parle de l'argent, lorsqu'on parle de la réussite, oublions un... Ah, un prostitueur. Formidable. Son modèle masculin. Un peu tout ce que peut t'acheter à l'argent. Oublie un peu les conneries. Ouais, c'est ça, on décide de faire des enfants, mais on va pas non plus ensuite prendre des mi-temps pour s'en occuper. Hein. Oh, ça va, pas déconner. Hein.
des fringues, des montres, des Lamborghini. Oubliez un peu ces conneries bling-bling complètement débiles. La réalité de l'argent, la réalité de la ressource, c'est quoi? C'est que ça te permet d'avoir le choix. Lorsque tu es un homme qui a de la ressource et qui a de la valeur, la différence avec tous les autres hommes, c'est que eux vont prendre ce qui leur passe devant, vont prendre les femmes qui veulent bien d'eux, et toi, tu auras le choix. Tu choisiras dans la file, tu choisiras parmi toutes les prétendantes qui te tournent autour, celle que tu voudras. Et maintenant, J'aime bien la phrase de Jessica qui dit il est la raison même du célibat des femmes, on préfère être seul qu'avec des mecs comme lui. Ah oui, un violeur, prostitueur, oui, c'est assez grave qu'ils prennent ça comme modèle, hein, absolument. C'est ça, voilà, il va faire un gosse avec une femme de 25 ans et puis après il va changer de femme. Puis bah voilà, ça c'est un truc que j'observe beaucoup au cabinet, hein, des hommes qui me disent j'ai 6 enfants avec 3 femmes. C'est très courant ça. Et à chaque fois ils les prennent au même âge. on va passer à la démonstration technique par laquelle on va tenter d'expliquer les raisons de cette solitude des femmes. Et vous verrez que c'est essentiellement lié à ce que j'appelle la grande illusion ou la grande désillusion. Pour faire cette démonstration, je vais utiliser un site qui s'intitule Female Delusion Calculator. Alors, c'est très bien qu'il cite le site parce qu'on va pouvoir faire la même chose que lui. Female Delusion, c'est ça, Calculator? Vous allez voir, rien ne va. Hein. Oh, qui c'est qui s'est abonné? Salut Dark Tipiak, bienvenue. Le titre du film, c'est... Le titre du site, c'est j'ai des standards, hein, mon pote. Hein. Allez, on va pouvoir faire la même chose. Salut John, enchanté. Je mettrai le lien en description de cette vidéo et qui veut simplement dire, en traduction littérale, le simulateur de l'illusion féminine. Et à quoi sert ce simulateur? Il nous montre, en fonction de critères d'âge, de taille et de revenus, quelle est la proportion des hommes disponibles au sein de la population. Très bien. Quelle est la proportion d'hommes disponibles au sein de la population? Donc mettons que je vais demander aux femmes qui sont sur le chat. Est-ce que l'une d'entre elles accepterait de donner son âge, par exemple? Est-ce que l'une d'entre vous accepte de me donner son âge? Je sais que ça fait pas très, ça fait un peu brut, hein, demander comme ça. Donc 27 ans, parfait. Donc on va prendre, j'en ai 2 dans la vingtaine. Flower, on va se concentrer sur les 2 femmes dans la vingtaine. Quel est l'âge? 55 ans, Cresson. 25 ans. Ah, 3 femmes qui sont dans la vingtaine, super, ça va faire une bonne moyenne. Et 4, très bien. Quel est l'âge des hommes que vous recherchez quand vous êtes dans la vingtaine à peu près? Vous recherchez un homme dans quelle tranche d'âge? Puis on va mettre homme qui n'est pas marié ici. Le temps que vous répondiez, parce qu'il y a un petit décalage, il faut aussi que je vous demande, merci beaucoup John, est-ce que vous avez des critères par rapport à la couleur de peau de la personne que vous aimeriez rencontrer? Est-ce que c'est un critère pour vous? Donc j'ai besoin de savoir la tranche d'âge, donc 24-30 on me dit ici, 25-30 ça a l'air assez cohérent. Là on me met autour de 30 ans, environ 30 ans, on va mettre autour de 33 ans du coup à peu près. Parfait. Donc, est-ce que vous cherchez des personnes qui sont en moyenne de votre couleur de peau ou ça n'a pas spécialement d'importance? Pas de critères de couleur de peau ici. Là, on me dit plutôt. Là, on me dit plutôt non, donc on va mettre non. Est-ce que vous avez besoin que la personne que vous rencontrez fasse 1m83 minimum, hein, 6 pieds, c'est 1m83. Est-ce que vous avez des critères sur l'argent que la personne gagne? Aucune importance. Donc, aucune importance. Donc là... aucune importance. Est-ce que, voilà, sur les critères financiers, donc la taille, on s'en fiche, c'est ce qui me semblait. Critères financiers, du coup, vous me dites que non aussi. Et donc, on va voir. Donc, combien de personnes... Vous avez 68% des personnes de votre âge qui correspondent à ces critères de recherche. Voilà, 68%. C'est pas mal. 68% des personnes de votre âge correspondent à ça. Vous avez une chance sur 5 de finir avec un chat. Donc voilà comment on utilise, on va dire, honnêtement ce site en prenant en compte les considérations que vous m'avez citées. Donc il y a 68% des hommes de votre catégorie d'âge qui répondent à ces critères. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, voilà comment l'observateur vous considère. Donc en termes d'âge, on va mettre entre 30 et 40 ans. C'est à peu près les hommes que les femmes recherchent. C'est l'âge où on est à peu près sérieux, où on peut éventuellement se poser. D'accord, donc les femmes, hein, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, vous recherchez des hommes entre 30 et 40 ans. Éventuellement se marier. On va, en termes de taille, mettre 6 foot, 6 pieds, qui représente 1m83. C'est ma taille exacte. J'ai plus de 35 ans, je mesure 1m83. Ah, je m'en sors bien, hein.
Et on va dire que c'est une taille que les femmes aiment d'une façon générale, les femmes aiment les grands hommes. C'est pas le seul critère, mais on va dire que tu as plus de chances de séduire quand tu es grand que quand tu es moins grand. C'est comme ça, c'est la vie. En termes de race, on va mettre toute race confondue, toute couleur de peau confondue, peu importe, on va prendre tous les hommes. On va exclure les hommes mariés, parce que ça nous... Alors ça, je l'avais fait, j'avais exclu les hommes mariés aussi, donc lui déjà, il considère que c'est 30 ou 40 ans les hommes, 1m83, sinon vous n'avez aucune chance de rencontrer l'homme de votre vie, et puis alors attendez, on va juste un tout petit peu avancer. Et en termes de revenus, on va mettre 80K. 80K, là voilà. c'est du... 80K. Vous cherchez des hommes qui gagnent, ça fait quoi? Ça fait à peu près 75 000 euros par an. Des hommes qui sont à 6 500 bruts, donc à 4 000 nets par mois. Voilà. Donc voilà les critères qu'il imagine être les critères que les femmes cherchent chez les hommes. Donc 4 500 euros net par mois à peu près, 1m83 minimum, entre 30 et 40 ans. Alors oui, c'est sûr qu'il va pas tomber sur 68% comme nous. Hein. Du dollar, mais on peut imaginer que c'est de l'euro. C'est pas énorme, 80K brut. Admettons qu'on paye en gros 50% d'impôt sur le revenu, ça nous fait 40K net, ça fait 3 300 euros par mois. C'est correct, mais c'est pas la fête du slip. T'es pas riche avec tout. Ouais, c'est pas la fête du slip. Hein. 3 500 balles par mois, ça va, c'est pas la fête du slip. Hein. Les fins de mois sont quand même dit, 3 500 euros. Bon, voilà, on n'est pas riche. C'est pas la fête du slip, quoi. Oh, punaise. 3300 euros par mois. Il considère que les femmes recherchent une relation pour fonder une famille. Donc voilà pourquoi il exclut les hommes mariés. Mais pour la France, on va dire que c'est un revenu très correct. Peut-être pas pour la Suisse, mais pour la France en tout cas, c'est un revenu très correct. Et on va essayer de voir ce que représentent ces hommes dans la population. Ça, en gros, c'est l'homme moyen que les femmes cherchent. Elles veulent un homme. Ah voilà, hein, l'homme moyen que vous cherchez, c'est 3500 balles net par mois minimum, 1m83. Entre 30 et 40 ans. Entre 30 et 40 ans. On va estimer qu'elles n'ont pas particulièrement de préférence ethnique, du moment qu'il est grand et du moment qu'il gagne correctement sa vie. Find out, on va chercher ce que ça représente. Ces hommes représentent 0,79% de la population. Hein? Ah, la démonstration, elle est infaillible. Est-ce qu'on lui dit que les gens qui gagnent plus de 3500 balles net par mois déjà représentent probablement que 5% de la population? Et que si en plus on rajoute des critères d'âge, bah évidemment on tombe là-dessus, quoi. Mais voilà sa vision des femmes. Ah, 80% de chances de finir avec un chat, si vous avez ces standards-là. Hop là, je vous mets l'iconographie. 80% de chances de terminer avec un chat. Oui, j'ai eu une petite alerte quand tu t'es connecté. Il n'y a que 0,79% des hommes qui répondent à ces critères. Et là, il y a un truc un peu marrant sur ce site, le Delusion Score, le score illusoire, le score de l'illusion, c'est-à-dire que ces femmes ont 4 chances sur 5 de finir avec un chat. Ce sont des cat enthousiastes, parce que leurs critères ne sont pas réalistes. Et voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris d'où vient la solitude des femmes. Donc pour lui, la solitude des femmes, c'est parce que vous cherchez des mecs d'1m83 minimum, entre 30 et 40 ans seulement, qui gagnent plus de 3500 balles par mois. Voilà. Elle vient du fait que, en fonction de leurs critères, il n'y a tout simplement pas suffisamment d'hommes. Toutes les femmes se battent pour 0,79% des hommes. Alors ça, c'est une statistique aux États-Unis, mais... Toutes les femmes se battent pour 0,79% des hommes. Hein. 0,79% des hommes. Toutes les femmes. Hein. Toutes. On peut appliquer ça... Non, faut pas changer pour un chien, ça change tout, Persil, enfin. Non, c'est les chats. Hein. Si vous cherchez des hommes à plus de 3500 balles par mois de plus d'1m80, vous finissez avec des chats. À tous les pays occidentaux d'une façon générale. Et encore, vous aurez remarqué que dans ces critères, il n'y a pas les critères de beauté. Parce que le mec peut être grand et moche et il n'intéressera aucune gonzesse. Donc imaginez si on ajoute un critère de beauté, ça va descendre à 0,3%. Si on avait une barre avec l'homme et son physique, 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10... Mais ça n'existe pas, 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10. La beauté, c'est extrêmement subjectif, enfin. C'est incroyable, un truc comme ça. Il y a des personnes qui nous trouvent belles, des personnes qui nous trouvent pas belles, quoi. C'est comme ça, quoi. On va dire que les femmes voudront toutes du 8 ou du 9 sur 10. Vous savez que les femmes prennent toujours au-dessus de leur ligue. Les hommes n'ont pas de mal à prendre en dessous de leur ligue. Oh, le sexisme, quoi. Les femmes prennent au-dessus de leur ligue, les hommes n'ont pas de mal à prendre en dessous de leur ligue. Qu'en fait, ils considèrent simplement parce que cette femme est en situation d'obésité qu'elle est en dessous de la ligue du jeune homme. Mais c'est grave, en fait. C'est qui ce type-là? Pour qui il se prend, en fait, ce mec? C'est grave de dire des trucs comme ça. Et en plus de ça, alors là, j'en parle pas parce qu'en fait, on s'en fiche, mais allez, un petit moment ego trip d'un instant. Je suis assez rarement célibataire et très souvent, je suis avec des compagnes qui sont vraiment belles, vraiment très très belles. Et ça m'arrive parfois de me dire, mais qu'est-ce qu'elles font avec moi en fait? Parce que moi je sais que je suis pas, absolument pas moche, hein, j'ai jamais dit ça, mais je sais que je suis pas dans les 5% des mecs les plus beaux. Donc je me suis posé cette question-là. Donc en plus de ça, c'est complètement faux, quoi. C'est absolument aberrant parce que on peut être beau aux yeux des femmes, pas forcément au premier abord parce qu'on répond pas à tous les critères. Ça, c'est sûr que c'est pas mon critère de séduction numéro 1, c'est pas ce que je vais mettre en avant en priorité, mais j'ai d'autres choses à mettre en avant. Et donc on peut paraître beau aux yeux des femmes pour X ou Y raison, quoi. Mais ouais, non, mais ils notent les humains, c'est exactement ça. Hein.
Un homme très beau un 8 sur 10 ou un 9 sur 10 va accepter de traîner ou de baiser une 7 sur 10. On est comme ça. Un homme très beau va accepter de baiser un 7 sur 10. Non, oh là là, enfin, franchement, mais... Oh là là. Puis il a fait tellement de vidéos, là, ça va me prendre du temps. Hein. Et oui, exactement ça, Jessica. Il reproche aux femmes d'avoir des critères en leur mettant la pression, en disant si vous avez des critères, si vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez de rencontrer un mec comme moi, vous allez passer à côté de votre vie. Mais lui, il a aucun problème pour avoir ces petits critères perso. Hein. Et voilà, on a plus de testostérone, on est plus orienté sur la sexualité. Alors, la testostérone et le lien avec la sexualité n'est pas démontré. D'accord, il semblerait que le désir sexuel entre les hommes et les femmes soit relativement proche. De ce que j'ai pu lire, il est très légèrement supérieur chez les hommes, mais on est vraiment sur des choses qui ne sont pas significatives. Donc on a encore le mythe de la testostérone. Ah, j'ai découvert un truc génial, il faudra que je vous le présente. La calvitie, c'est lié à des taux élevés de testostérone. Je vais pouvoir répondre à Monsieur Delavier par rapport à ça. C'est incroyable, un truc comme ça. Apparemment, ça a l'air assez connu en plus. On est plus enclin à disperser notre semence pour la survie de l'espèce, alors que les femmes sont plus sélectives parce qu'elles... Bah, Forceman, si tu t'intéresses aux questions du sexisme et que tu t'inquiètes de ce que les femmes peuvent subir dans le monde, bah voilà pourquoi les femmes te trouvent bel homme, quoi. Parce que c'est rare, et puis parce que c'est des belles valeurs d'empathie, en fait, hein, de se sentir en empathie avec un groupe social qui n'est pas le nôtre. Donc voilà pourquoi tu es probablement désirable. Ne peuvent pas être fécondées indéfiniment par n'importe qui. Et une fois qu'elles sont fécondées, ben, ça dure 9 mois, c'est compliqué. Les femmes sont plus sélectives parce qu'elles ne peuvent pas être fécondées par n'importe qui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore une fois une négation totale de la relation romantique. C'est-à-dire que pour lui, en fait, les femmes, elles vont pas chercher à tomber amoureuses, elles vont chercher un bon géniteur. On est dans la négation de la relation romantique, de l'amour, de la magie de l'amour. C'est un truc de Stéphane Edouard typique, hein, tout ça. Et c'est très triste, en fait, d'avoir cette vision-là, de dire comme les femmes, quand elles vont tomber enceintes, ça va durer 9 mois, elles vont avoir un enfant, c'est elles qui vont s'en occuper dans la majorité de leur vie, parce que ça, elles en parlent, mais sans le critiquer, hein. Donc, bah voilà, elles vont pas choisir un mec qui est en dessous de leur standard. Donc en fait, il y a une négation de la relation romantique. C'est très triste. C'est vraiment très triste. Oui, c'est ça. Il ne le voit que sous le prisme de la reproduction. C'est pour ça que je dis souvent qu'il est de la viriste, ce mec-là. Ça fait 2-3 jours que j'ai découvert ce type-là. Il est vraiment de la viriste, quoi. C'est galère. Donc elles sont plus sélectives. La sexualité n'a quasiment aucune incidence pour un homme. Une fois que tu as balancé la purée, tu peux partir et disparaître. Ouais, nous on balance la purée, on peut partir et disparaître. La sexualité n'a aucun intérêt pour les hommes. Hein. Alors nous, attendez. Nous, attirés par la sexualité? Nous? Oh, ouais, attendez, non, ouais, ça va, hein. Ça c'est des mythes, comment on appelle ça, misandres, évidemment. Pour une femme, c'est pas pareil. Quand on lui balance la purée, quand un clochard la baise et se sauve, et qu'elle hérite du gamin après... Quelle honte, quand un clochard la baise et se sauve, et qu'il hérite d'un gamin après, est-ce que j'ai vraiment besoin de rebondir là-dessus? C'est compliqué. Et voilà pourquoi elles sont sélectives. Tout a une explication du point de vue de l'évolution, rien n'est grave. Tout a une explication du point de vue de l'évolution, hein. C'est de l'évolution, ça, d'accord, hein. L'amour, ça n'existe pas, hein. Vous cherchez des géniteurs. La nature ne fait rien gratuitement. Tout a une explication logique qui a permis la survie de l'espèce. C'est grâce à ces comportements-là qu'on existe encore aujourd'hui. Il y a des gens dans la communauté des incels ou des hommes qui sont... J'adore comment il se met pas dans la communauté des incels, j'adore. Un peu frustrés de l'attitude des femmes qui vont dire « Ouais, les femmes sont trop sélectives, elles veulent pas de nous. » Oui, mais c'est grâce à cette sélectivité que vous et moi sommes là aujourd'hui. Si les femmes n'avaient pas été programmées à choisir les partenaires les plus forts, ceux qui ne sont pas malades, ceux qui sont capables de leur donner une bonne descendance, c'est grâce à ça que vous et moi sommes là aujourd'hui. Si nos ancêtres avaient baisé des clochards, des fous, des malades qui s'étaient sauvés, qui ne s'étaient pas occupés d'elles, l'humanité aurait cessé d'exister. Donc autant... Petite parenthèse, bon, par rapport à cette issue d'absurdité, je rebondis pas parce que c'est juste de la vulgarité, vous l'avez bien relevé là dans le commentaire, c'est de la vulgarité, c'est de la haine des femmes, du mépris, etc. Il y avait une étude qui a été sortie, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyée, qui est très intéressante, qui montrait que dans un couple, quand le mari tombait malade, il y avait la majorité du temps pas de séparation dans les couples mariés, mais que quand la femme tombait malade, il y avait une séparation. C'est-à-dire que les hommes partaient. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ce mythe de les femmes, elles vont pas choisir quelqu'un de malade qu'il vient de dire, il semblerait qu'il soit complètement faux. Je suis le premier à critiquer la grognasse à l'appel, autant je suis le premier avocat des théories évolutionnistes qui expliquent aussi les comportements, les pires comme les meilleurs, par l'évolution. Et on va essayer de jouer un peu avec le curseur, allez, juste pour le délire, on va descendre en taille à 5'7", 5'7", qui doit correspondre à 1m74, histoire de... Ouais, c'est le minimum, vous sortez pas avec des mecs d'en dessous d'1m74, le minimum, hein. Prendre des hommes un peu moins grands, on va rester sur le même type de salaire, on va aussi exclure les hommes mariés, parce que ça n'a pas d'intérêt, on va exclure les obèses, et find out, et on verra ce que ça représente 3,1% de la population. C'est-à-dire que même si on est sur des hommes pas très grands, ça reste quand même 3%, quoi. Sur... Et 60% de chance de finir avec un chat. 100 mecs, t'en as que 3 qui sont susceptibles de plaire à la femme moderne. Mais déjà, ça explique que... À la femme moderne, voilà tout le crédit qu'il vous accorde. La femme moderne est une femme qui recherche un mec d'1m74 qui gagne du fric.
C'est catastrophique. Hein. Si elle est plus réaliste sur ses critères de taille, elle a déjà un peu plus de chances de trouver quelqu'un. 3,1% de la population contre 0,79% pour ceux qui font 1m83 et plus. Et on va essayer de jouer maintenant avec les revenus. Les femmes qui cherchent des hommes riches, des hommes qui font, allez, on va mettre 100K, les fameux. Ouais, hein, parce que 3500 net par mois, c'est pas riche. Hein. Vous cherchez, la femme moderne, elle cherche du 100K, hein, du 10 000 par mois. Hein. Sex figures. Alors je me demande si le chiffre va être très élevé. Les 6 chiffres, les fameux 100K par an. Eh bien, 2%. Et si on passe sur les profils acteurs, je vais faire ça, ça va être la dernière simulation, on va revenir sur un homme relativement grand. Voilà, et si les femmes recherchent un acteur, vous allez voir, là on est au début de son mépris, hein, parce qu'il va tenir des propos qui me mettent mal à l'aise rien qu'à imaginer de les réentendre, je suis désolé de vous les imposer. Qui va faire du 150K par an, et là voilà, c'est les gonzesses les plus belles, les top modèles qui cherchent vraiment des beaux gosses, et on va voir ce que ça représente de la population, ce que ça représente de la population masculine, ça représente 0,19%. Et ce site à lui seul, cette démonstration à elle seule, explique la solitude des femmes. C'est-à-dire que quand les femmes vous disent « je ne trouve pas d'hommes », où sont passés les hommes ? J'ai du mal à trouver des hommes. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes ? Elles ont le sentiment que ce qu'elles demandent n'est pas délirant. Elles pensent que... Entendez la perversité. Hein. Ne nous arrêtons surtout pas là. Allons plus loin, entendons la perversité. Il dit « si vous êtes une femme et que vous êtes célibataire, c'est à cause de vos critères ». Mais entendez ce que ça sous-entend. Ce que ça sous-entend, c'est baisser vos niveaux d'exigence. Si un mec s'intéresse à vous, c'est déjà un miracle. Donc acceptez de coucher avec un mec parce qu'il en a envie. Il faut vraiment entendre ce qu'il y a derrière ce discours-là. Hein. Parce que c'est pas un discours bienveillant où il dit « j'ai une hypothèse sur pourquoi les femmes sont malheureuses en France et je vais essayer de trouver des solutions pour les aider à être moins malheureuses ». C'est pas du tout ça. Hein, ce qui sous-entend, c'est accepter les rapports qu'on vous propose, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit ? On dit mon conjoint fait 1m60 fois 2 cm de plus que moi. Bah oui, et puis tu le trouves probablement très beau et très attirant, etc. Les relations sentimentales doivent être médiocres. Bah oui, ça n'existe pas les relations sentimentales chez lui. C'est pas des beaux gosses, c'est des grands riches. Oui, c'est vrai, c'est des grands riches. C'est normal, voilà, je veux un mec, beau gosse, grand, qui gagne 150K par an. Oui, mais ça ne représente que 0,2% des hommes. Mais probablement que les femmes qui recherchent des hommes de plus d'1m80 qui gagnent 150K par an représentent aussi 0,2% des femmes. Que c'est rarissime. Et on sait que, pour le coup, on sait qu'il y a ce qu'on appelle une homogamie au niveau des classes sociales. C'est-à-dire que les personnes des classes sociales les plus favorisées ont tendance à rester en couple avec des personnes de classe sociale très valorisées. Donc c'est assez cohérent qu'en fait, des personnes qui répondent à des critères de revenus extrêmement élevés recherchent des personnes avec le même type de critères de revenus. Mais enfin, la majorité de la population ne gagne pas 150K par an, l'observateur. Donc la majorité des personnes de la population, ils veulent juste un homme qu'ils respectent, un homme qui a assez de respect pour lui, pour agir dans sa vie, quoi, pour faire un petit peu à manger, pour faire des choses qui l'intéressent, pour être un petit peu intéressant, et puis voilà, c'est pas si sorcier, quoi. Hein. Bah voilà, Amel nous le dit, nous on se dit pas où sont les hommes qui répondent à ces critères, mais en fait où sont les hommes respectueux et non sexistes. Tu trouveras jamais. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces hommes-là ne s'intéressent pas forcément à toi. Le mec qui est beau gosse, qui fait 1m80 et 150K dans l'année, il va pas regarder Magali 80 kg. Je suis désolé s'il y a des Magali. Voilà, hein, le mec qui gagne bien sa vie, qui est beau gosse, il va pas sortir avec Magali 80 kg. Oh là là, c'est terrible, mais c'est terrible. Et Madou Black, là, qui leur dit, ils croient pas en l'amour, ça n'existe pas pour eux l'amour, c'est incroyable. La relation romantique n'existe pas dans leur tête, quoi. Tout est question de rapport de domination, de rapport de classe, tout est question d'argent. C'est triste. Magali qui m'écoute, c'est un prénom générique, hein, j'ai rien contre vous, mais il te regardera pas. J'ai une petite anecdote à vous raconter, ça se passait au bureau en Angleterre. Je bossais avec un collègue qui était particulièrement beau. C'était un Britannique, blond, très grand. Je vous passe l'anecdote, elle est très longue. Donc grosso modo, il a un de ses collègues au bureau qui gagne énormément d'argent, qui est très beau. Et puis il y a une femme qui travaille dans un poste où elle est son subalterne, qui est une Anglaise qu'il décrit comme petite, grosse et moche, comme ça qu'il la décrit, qui s'intéresse à lui et qui essaye de le lui faire savoir. Il avait honte, et il était assez poli et il n'osait pas lui dire dégage. Donc il a honte, il n'osait pas lui dire dégage parce que elle manifestait son intérêt pour lui. Dégage, fous-moi la paix, non. Et à un moment, il craque et il lui dit écoute, il peut rien se passer, t'es ma collègue, t'es sympathique, mais faut arrêter, je peux pas. Et il a dû lui raconter un bobard du type j'ai une copine, et elle s'est vexée, un truc de fou. Et là, il comprend pas. Bah oui, en fait, si elle avait un crush, si elle était tombée amoureuse de lui, que ton crush te dise en fait, j'en ai pas envie, c'est un petit peu douloureux. Et l'autre chose qui est possible aussi, c'est que si ça se trouve,
Elle l'appréciait, elle le trouvait sympa, elle voulait juste passer du temps avec, et elle s'est vexée que le mec ait tout de suite dit « Si tu traînes avec moi, c'est parce que tu veux coucher avec moi. » Donc peut-être en plus de ça, cette jeune femme, elle n'avait pas du tout les intentions que tu lui prêtes. Donc dans tous les cas, effectivement, ça peut être vexant. Enfin, imaginez, vous êtes ami avec un garçon, vous n'avez pas de sous-entendu, et un jour le mec il vous dit « Écoute, maintenant il faut me foutre la paix parce que je vais jamais coucher avec toi. » Tu te dis « Mais merde, enfin, mais c'est pas possible. » Enfin, vous envisagez toujours les mecs, les trucs sous le prisme de la relation sexuelle. Bref, ouais, non mais c'est des anecdotes de mascu débiles, et puis alors attends, tu vas voir la suite, hein. Était enragée, la meuf. Elle a pleuré dans la kitchenette, c'était un coin, un petit espace où on pouvait faire... Bah c'est triste qu'elle ait pleuré en fait, c'est triste qu'elle ait été blessée, cette jeune femme, quoi. Y a pas de quoi en tirer un exemple pour se moquer d'elle. Moi ça me fait de la peine d'entendre ce genre d'histoire. Du thé, il y avait des biscuits, on pouvait se poser. Elle a passé une demi-heure à pleurer là-bas, elle a raconté ça à toutes ses collègues. Ah ça c'est sûr Jessica, que si tu leur dis non, alors là ils sont pas contents, ils ouvrent des chaînes sur YouTube qui s'appellent l'Observateur après, hein. Elle a fait une petite crise. Et à un moment, je discutais avec lui, plus tard, on a parlé de cette histoire. Il me dit, mais je comprends pas les meufs. Il me dit, mais pour qui elle se prend? Enfin, est-ce qu'elle s'est regardée dans un miroir? Elle a vraiment cru que j'allais sortir avec elle. Enfin, Et voilà, on y est. Est-ce que tu te rends compte le toupet qu'elle a d'oser s'adresser à moi qui suis dans les 1% des mecs les plus beaux alors qu'elle s'est pas regardée dans un miroir et qu'elle a du poids? Je suis catastrophé par ce genre de discours. Ça me fait vraiment mal au cœur de me dire qu'il existe des personnes comme ça. On joue pas dans la même ligue. C'est quoi ce monde où la petite grosse pense qu'elle peut avoir accès à un étalon? Et beaucoup. Parce que vous, les mecs, vous ne surestimez pas votre ego, votre pouvoir de désirabilité, et parce que vous vous intéressez uniquement à des filles que vous ne trouvez pas belles, peut-être. Quelle hypocrisie. Beaucoup de femmes sont comme ça. Les femmes ont horreur de se faire jeter parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont un vagin magique, que dès qu'elles se donnent à un homme, faut qu'il les prenne. Surtout dans le... Vous avez l'impression d'avoir un vagin magique, les filles. Hein. Vous avez l'impression que, en fait, dès que vous voulez vous donner à un homme, on va vous prendre. Hein. Hein, c'est comme ça que vous pensez. Hein. Non, mais je vous l'explique, là. Hein. Attendez, excusez-moi. Les filles. Moi, ça fait 2 ans et demi que je fais chevalier, donc il me semble que je connais un peu mieux les femmes que vous. Hein. Et vous, les femmes, vous avez un vagin magique, voilà. Hein. Excusez-moi, vous allez quand même pas renier mon expertise. Bon, il manquerait plus que ça. Ah, j'ai pas cliqué au bon endroit. Monde moderne. Alors si, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, en fait, l'Observateur tient les discours classiques de Stéphane Edouard dans les autres vidéos. Et là, d'un seul coup, dans cette vidéo-là, c'est ça qui est assez étonnant. Il nous dit, en fait, les femmes, elles sont seules, elles trouvent pas de partenaire. C'est ça qui est assez étonnant. C'est que dans la plupart du temps, il va dire, oh, de toute façon, les hommes, nous, on est les grands oubliés, on a de la misère sexuelle. Mais là, il dit... c'est ça qui est pervers. Les femmes, vous avez des critères, c'est pour ça que vous êtes seules, donc il faut baisser les critères pour continuer à coucher avec nous. Donc voilà, c'est une contradiction qui va toujours dans son sens, de toute façon. Bah, le mythe du prince charmant, bah voilà, évidemment, de toute façon, il croit pas aux relations romantiques. Et exactement, vous pouvez coucher avec tout le monde. Elle est là, la contradiction qui est soulevée par Sid, en fait. Soi-disant, vous pouvez coucher avec tout le monde en claquant des doigts, mais vous êtes seul et vous n'avez pas de mec. Bref. Et très bien, le concept de fuck zone, je l'avais jamais entendu, Mad, mais ça me plaît beaucoup. Le concept de fuck zone, c'est beaucoup plus intéressant de le présenter comme ça que de le présenter sous l'angle de la friend zone. La friend zone qui est un concept sexiste aussi. Hein. Les hommes, on a un peu l'habitude, c'est normal. L'homme propose, la femme dispose. On a l'habitude de se faire jeter. L'homme propose, la femme dispose. Mais en fait, vous êtes célibataire, mais vous disposez. On comprend plus rien. Tu vois, tu branches une gonzesse, elle te jette, tu passes à autre chose, tu passes à la prochaine, tu vois, c'est la vie, t'en fais pas. Voilà, c'est la vie. Hein. Genre, nous, les mecs, ça va, hein, on est amoureux d'une fille, elle nous jette, bon, voilà, on passe à autre chose. Nous, on n'a pas de chagrin d'amour. Hein. Non, attendez, chagrin d'amour, c'est un truc de nana. Hein. Nous, ça va, quoi. Nous, on a un chagrin d'amour, bon, voilà, on prend un petit effet ralgant, on passe à autre chose, et puis basta, quoi. On va jouer aux jeux vidéo, et puis on en trouve une autre. Hein. Ah, qui c'est qui s'est connecté? Salut, Baya. Enchanté, bienvenue. Pas toute une crise, tu pleures pas pendant une demi-heure dans la kitchenette, elle veut pas sortir avec moi. Non, hein, nous, qu'on a un chagrin d'amour, on va pas pleurer dans la kitchenette pendant une demi-heure. Hein. Attendez, on va pas pleurer, hein, parce qu'on a de la testostérone. Hein. Non, nous, on pleure pas. Hein. On a l'habitude, c'est la vie d'un homme, c'est comme ça, t'essayes, un coup ça marche pas, mais on fait pas de crise. Alors que les femmes qui n'ont pas l'habitude de se faire jeter et qui se font quasiment tamponner à chaque fois qu'elles en ont envie, Vous vous faites tamponner à chaque fois que vous en avez envie. Hein. Et il peut être plus vulgaire encore, ou comment ça se passe? C'est quoi le niveau supérieur de manque de respect aux femmes, en fait? Le niveau supérieur de haine des femmes que de les présenter comme des personnes qui sont tamponnées par des mecs. Sociopathe, je suis entièrement d'accord, mais ça me fait vraiment peur. Je plains sa maman, mais moi aussi, parce que les pauvres mères de ces masculins, elles ont dû faire tout leur possible pour les élever avec des valeurs, et enfin voilà, si elles tombent là-dessus, c'est une catastrophe, quoi. Ne comprennent pas qu'un homme les rejette. Et un homme, un 5 sur 10, un 4 sur 10, un homme très moche, n'oserait jamais aller parler à un top modèle. Tu sais. Ouais, les 4-5 sur 10 comme moi, on n'oserait jamais aller parler à une fille qui est vraiment très très belle. Hein. Non, on n'oserait pas, hein, parce que nous, on sait très bien que les femmes, elles nous choisissent par rapport uniquement à nos critères physiques. On leur adresserait pas la parole. Hein. Et par avance que, dans le meilleur des cas, elle va juste être gentille et polie, mais il se passera rien. Alors qu'une gonzesse 4 sur 10 va aller parler à un acteur.
acteur hollywoodien, DiCaprio, va lui parler, genre il va se passer quelque chose. Mais t'es folle. Mais tu t'es cru où? Tu viens d'où? Mais peut-être qu'une femme va parler à Leonardo DiCaprio parce qu'elle adore cet acteur, et qu'en fait, c'est pas forcément pour avoir une relation avec lui, en fait. Et puis en plus de ça, il y a un rapport qui est très dissymétrique entre les personnalités publiques et la façon dont on est perçu. Ça peut créer des relations sacrément ambiguës. Donc voilà, je vous recommande une très belle émission qui s'appelle Blast, Infernet, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment remarquable et qui a un épisode en fait consacré à ça, voilà, la petite amie imaginaire, qui est très intéressant, qui montre en fait comment ça peut engendrer de la pathologie psychiatrique. Je vous recommande cette vidéo qui est remarquable. Je vous la mets dans les commentaires si vous voulez la mettre en favori. Avatara est un mot sanskrit signifiant. Cette émission est remarquable en général, la voilà. Donc voilà, d'où elles osent aller parler à des acteurs, c'est Magali en surpoids là. Bah attends Amel, parce qu'il va parler d'une fille qui côtoie en ce moment, malheureusement. Ah, j'aime beaucoup l'émission aussi, ouais. J'aime beaucoup ce type-là, je trouve très intéressant. Ouais. Le mec représente 0,19% de la population. Il peut se taper théoriquement n'importe quelle meuf. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute avec toi? Ouais, il peut se taper n'importe quelle meuf, hein. Ah, tomber amoureux, ça l'intéresse pas. Il se taper des meufs, hein. Donc n'essaye même pas. T'as aucune chance de toute façon, n'essaye même pas. Oh, la négation du romantisme. Soyons réalistes, pourquoi il va gâcher sa génétique? Il va gâcher sa descendance avec toi. La meuf, elle est petite. Il va gâcher sa descendance avec toi, tu vois. Parce que Leonardo DiCaprio, dans son spermatozoïde, il a des spermatozoïdes d'acteurs à 150K de minimum 1m83. Il va pas aller gâcher sa descendance avec toi. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Grosse, moche, elle avait des boutons sur le visage. Vous vous rendez compte, elle avait des boutons sur le visage, hein, sa collègue. Hein, des boutons. Comment a-t-elle osé parler à un 8 sur 10? Voilà quoi, il y avait d'autres mecs dans l'agence, elle aurait pu aller parler à d'autres mecs. Mais il y avait d'autres mecs, mais si elle est amoureuse d'un. Mais c'est incroyable un truc comme ça. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une femme est célibataire, il faut aller la voir en disant je sais que je te plais pas, mais bon quand même tu vas pas aller tenter de draguer des personnes que tu trouves belles. Choisis-moi moi. Vous voyez en fait la perversité du truc, mais c'est très violent, bah il y a absolument. Moins beau, elle est directement, elle a visé le 9, 9,5 sur 10. Un peu de sérieux. Et ça vous explique, cette équation vous explique la solitude des femmes qui ira en s'accentuant. C'est qu'elles cherchent des hommes qui représentent une infime partie de la population. Non. Les hommes qu'elles pensent être normaux. Quand les femmes disent où sont passés tous les hommes. Oh, non, mais les femmes, elles pensent pas gagner 100K par an, c'est normal. Oh là là. Aïe aïe aïe. Ah non, mais ouais, dans sa tête, lui, c'est le grand bain de la piscine, quoi. Hein. C'est terrible. Hein. Je n'arrive plus à trouver d'hommes. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu n'arrives plus à trouver? C'est quoi que tu n'arrives plus à trouver? Les mecs d'1m90, beaux gosses qui gagnent 150 000 balles par an, c'est ça que tu n'arrives pas à trouver? Bon. Non, mais ça, c'est la base. 1m90, 105 000 balles par an, c'est quand même la base. Ben, je vais te donner une info. Ça représente 0,1% de la population. Je peux te dire que tu vas chercher longtemps. Et ça, c'est une vraie désillusion, c'est une vraie illusion. Parce que maintenant que les femmes travaillent, qu'elles gagnent elles-mêmes déjà 40K, 50K, eh bien... Ouais, vous gagnez 40K par an, les filles. Hein. 40, 50K. Hein. Ouais, vous êtes à 5 000 balles brutes par mois, les filles. Hein. Oh la vache, punaise. Et il vit peut-être en Suisse, hein. C'est possible, hein. Ça se trouve, il vit pas en France, ce mec. Hein. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. C'est des discours dangereux, Jessica. Et là, je vais devoir travailler un peu sur lui, parce qu'il y a d'autres trucs que j'ai vu 4 vidéos de lui. Oui, c'est ça, 4 vidéos de lui, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Pour qu'elle trouve un homme séduisant, faut qu'il gagne plus. Faut qu'il gagne 60, 70. Théorie de l'hypergamie, il faut se mettre avec quelqu'un qui a un statut social plus élevé. A priori, c'est faux. 80. C'est un peu ça la différence. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avant c'était facile? Ben, avant, quand une femme ne travaillait pas, lorsqu'elle n'avait pas de revenus, dès que... Ouais, c'était plus facile pour nous avant, les filles. Hein, quand vous n'aviez pas le choix de votre partenaire, quand on allait juste négocier avec votre père pour avoir votre main, et qu'on vous faisait un enfant à 22 ans et que vous n'aviez pas d'amis, donc que vous n'aviez pas la possibilité de rencontrer des gens à l'extérieur, c'était quand même plus facile. Hein, vous nous facilitez pas la tâche, hein, les filles. Hein. L'homme travaillait, elle arrivait déjà à le trouver séduisant. Le fait que tu arrives à générer un revenu, avoir un métier, la protéger, fonder un foyer avec elle et lui permettre d'élever ses enfants, tu étais déjà l'homme supérieur pour elle. La barre d'entrée, lorsque les femmes travaillaient pas ou lorsque les femmes travaillaient moins, était très basse. Ou j'ai envie de dire, elle était normale. Et dans des temps plus reculés, où il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas le star system, il n'y avait pas Tinder, les femmes voient défiler des beaux gosses sur Tinder et elles ont l'impression que c'est des options. C'est pas des options. Ouais, alors que, vous savez, dans le temps, ça n'existait pas ça. Hein, on faisait pas des balles pour que les gens se rencontrent. Hein. Il n'y avait pas des gens qui défilaient pour faire des options. Je viens de finir Orgueil et Préjugés. Pour ceux qui l'ont lu, celles qui l'ont lu, je vous raconte vraiment que le début, hein, les 50 premières pages. Tout se déroule à partir d'un bal, justement. Tout commence à partir d'un bal. Bon, voilà. Oui, c'est une plaisanterie, Fabrice, hein, vraiment. La race aryenne du XXe siècle de l'eugénisme, bah oui, non, mais je suis assez d'accord, en fait. Les propos sont durs à mettre, mais je suis pas loin d'être d'accord. Hein. Le truc qu'il dit sur DiCaprio qui pourrait gâcher sa descendance, on est vraiment là-dedans. Hein.
options. C'est pas parce que le mec est sur Tinder qu'il a envie de te tamponner. Les femmes le trouvent. C'est pas parce que le mec est sur Tinder qu'il veut te tamponner. Non, nous les mecs, on va pas sur les sites de rencontres pour le sexe. Hein. Oh, bah, certainement pas. Hein. Bon, alors là, hein. Ouais, de temps en temps, mais non, pas du tout. Tirant que 1% des hommes sur Tinder. Sauf que ce 1% des hommes ont tellement le choix qu'ils ne vont pas forcément trouver toutes les femmes attirantes. Et donc elles sont toutes là à se battre pour les 1% ou les 0,1% de la population masculine. Et elles sont par essence, la majorité d'entre elles, condamnées à la solitude. Il y aura une minorité. Mais oui, Jessica, t'as raison, c'était une question de survie en fait. Comme les femmes pouvaient pas gagner de l'argent, pour devenir indépendantes, il n'y avait pas le choix, il fallait être avec un homme qui en gagnait, parce que vous pouviez pas travailler, quoi. Et c'est fou qu'ils ne poussent pas la critique jusque-là, quoi. C'est dingue, hein. Percy qui nous dit ah, vous avez 80 cas par mois, mais il n'y a pas intérêt à avoir de problème d'érection ou de fertilité, hein. Mais oui, June, je sais très bien que sur Tinder, on se comporte comme ça, je le sais très bien. Et c'est pour ça que les sites de rencontres, c'est une aubaine pour les gens comme moi. On rencontre assez difficilement des nouvelles personnes dans nos vies professionnelles. Et du coup, bah voilà, ça permet d'écrire un profil, de penser à ce qu'on va écrire, à bien se comporter, et du coup, on est mis en valeur. Et donc voilà, les mecs comme moi, on n'a pas trop de difficultés à sortir du célibat, quoi. Et ils entraînent les hommes à avoir des comportements de sociopathes qui sont maintenant repérés à des dizaines de kilomètres par les femmes. Et donc, ils les cachent. C'est ça qui est terrible, c'est que du coup, comme ils savent que les femmes savent maintenant que c'est des red flags, ils essayent de les cacher, quoi. Minorité de femmes, parce qu'elles seront très belles, parce qu'elles seront féminines, parce qu'elles auront envie d'avoir des enfants, qui arriveront à s'accaparer. Ouais, c'est ça. Non, lui, il vise pas les plus belles et les plus jeunes. Non, lui, non, mais c'est terrible. Ce type d'homme, et à partir avec. Mais pour toutes les autres, ça sera le cimetière des éléphants. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Ça se passait avec une Polonaise avec qui je discutais récemment. Elle a 27 ans, une gonzesse formidable, très très belle, sublime, comme je les aime. Une gonzesse formidable, hein. Très belle, sublime. C'est les qualités qui font des femmes formidables. Des gonzesses, pardon, formidables, excusez-moi. Une blonde, elle vient d'une petite ville en Pologne. Et on parlait de la vie, on parlait de tout et de n'importe quoi. Et on arrive au sujet, bien sûr, des relations hommes-femmes, des enfants. Voilà, parce que c'est les sujets qu'on aborde hein, dans les premières relations. Quelle est ta perception des relations hommes-femmes dans la société actuellement? À conseil séduction numéro 1, parlez des relations hommes-femmes avec les femmes. Assurez-vous hein, qu'elles soient bien influençables dès le départ pour que vous puissiez bien asseoir votre domination et la soumission. Hein. Enfants. Puis je la regarde, et je fais, tu veux des enfants? Elle me dit, oui, bien sûr que j'en veux. Et je lui dis, ok, bon, faut qu'on s'y mette tout de suite. Et moi, je disais ça pour la taquiner. Hein. Je lui dis, bon, on y va, quoi, on fait des enfants. Et elle me dit... Alors, à mon avis, vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat. Un mec, vous le rencontrez le premier jour, il vous demande si vous voulez des enfants. Vous dites oui, mais pas maintenant. Et il vous dit, ah bah, il faudrait qu'on s'y mette tout de suite. À mon avis, c'est pas la phrase que vous avez envie d'entendre. à mon avis, c'est pas ça qui va vous faire dire oh là là, quel chat celui-là. Il est dingue. Hein. Alors attendez, parce que j'ai une petite mauvaise nouvelle, c'est que j'ai absolument besoin d'une petite pause à cause de tout le café que j'ai bu, donc je vais devoir vous laisser un tout petit instant, mais je vais pas vous laisser seul évidemment. Je vais vous laisser avec le dérapeur, j'en ai pour 3 minutes à peine, j'arrive tout de suite. Je vous laisse avec David et la suite de sa vidéo sur la culture incel et les violences misogynes. Excusez-moi, j'arrive, c'est l'homme de ma vie, me dit Flower. À tout de suite. Bon ben là comme d'hab, la règle d'or du rap, quand on évoque un acte sexuel, on évoque une violence physique. L'un ne va pas sans l'autre dans le merveilleux monde de Laurent Bounot et de Booba. Acte sexuel, violence physique. Acte sexuel, violence physique. Acte sexuel, violence physique. Elle ouvre tellement sa gueule dans la vraie vie, je suis sûr, au lit, cette biatch obéit. Sa schneck déchirée fait des confettis. Sale pute, on t'a pris en flag, abandonne-moi, je te laisse la chatte en confiture. Ensuite, un peu plus loin, vers la fin de ce superbe texte, on tombe sur une analyse politique de haut vol. Attention, ça décoiffe. Les élites sont des satanistes, de sombres sorciers maîtrisant la magie, les créateurs et gardiens de la matrice. À chaque poste de pouvoir, quelqu'un de la famille. Et tout de suite après avoir vraiment mis à nu les sombres mécanismes du pouvoir en place, Valentin nous propose des solution. J'oublie tout et j'ouvre mon laptop, je fais navigue privé, je cherche gangbang hardcore, là je me branle la mort devant l'amour de ceux qui ne font qu'un corps. Où t'as vu de l'amour dans un gangbang, Valentin? Un gangbang, c'est la mise en scène d'un viol collectif. Et en fait, revendiquer et assumer de se masturber devant des viols collectifs, c'est
alimenter concrètement la culture du viol. Le clip de ce morceau de Vald comptabilise 21 millions de vues. 21 millions de vues, hein. C'est problématique. Hein. Vous avez vu, David, il est bien formé, hein, ces questions-là. Hein. C'est vraiment un bon gars. Hein. Allez, donc, la Polonaise, là, à qui tu as expliqué qu'il fallait faire un bébé absolument tout de suite, qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle me dit, ah oui, mais non, pas tout de suite, tout de suite. Elle me dit, je travaille, j'ai encore envie de monter un peu dans la hiérarchie, de mieux gagner ma vie. Et moi, toujours en continuant à la taquiner, je lui dis, non, moi, si tu veux que je te fasse des enfants, c'est tout de suite. 27 ans, jeune, belle, fraîche. Enfin, jeune, t'es vraiment dans la limite de ce que moi j'appelle jeune. Ouais, 27 ans, limite jeune, hein. Ouh là 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 là, limite. Ouais, je suis d'accord, Agirtis, hein. Un truc comme ça pourrait dénoncer. Hein. Donc 27 ans, t'es dans la limite jeune, hein. Ah, ça doit faire plaisir à entendre, hein, un premier date, hein. Tu reviens dans 2 ans, je te touche pas. Tu reviens dans 2 ans à 29 ans, je ne te touche pas. Bien. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis à peu près convaincu que si elle revient dans 2 ans, tu la toucheras pas parce qu'elle en aura pas envie, surtout. Et là, bien sûr, comme c'est pas une dégénérée, c'est une Polonaise. C'est le même, oui, c'est vraiment le même. Oui, c'est très violent. Ouais. Traditionnelle, même si elle vit dans le monde moderne, il y a quand même des petits restes. C'est ça que je trouve séduisant chez les femmes de l'Est, c'est que même lorsqu'elles vivent dans un monde de dégénérés, lorsqu'elles vivent en Angleterre, en France... On vit dans un monde de dégénérés en France, en Angleterre, avec ces néo-féministes et ces hommes soja comme moi, avec leur... C'était quoi déjà le truc exact? Teinte blanc de filets de flétan. Voilà, qui font des vidéos dans leur... chambre avec une lumière dégueulasse. Ah ouais, quel monde complètement dégénéré. Elles ont toujours une espèce de reste de tradition qui doit venir de la grand-mère, de la mère. Et elle a éclaté de rire quand je lui ai dit ça. Quand je lui ai dit, moi c'est maintenant, sinon je te touche pas. Tu reviens dans 2 ans, 29-30 ans, je te touche plus. T'es working girl, cimetière des éléphants. Elle éclate de rire parce que forcément elle comprend ce langage, c'est très bien. Elle comprend ce langage ou elle éclate de rire parce que se fout de ta gueule. Hein. Or, moi j'aurais éclaté de rire si j'avais été une femme parce que je me moque de toi. Hein. Ce que je veux dire. C'est une Polonaise, pas une dégénérée. Oui, c'est la frontière du racisme. Ouais. Et je continue en lui disant, mais ce genre d'opportunité, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Il faut arrêter de croire que tu rencontreras toute ta vie des mecs géniaux qui gagnent mieux. Ah ouais, rencontrer l'observateur, c'est une opportunité qui arrivera qu'une seule fois dans sa vie. Hein. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la culture du viol. C'est vraiment insister pour des faveurs sexuelles, quoi. C'est lamentable. Correctement leur vie. Je lui dis là, écoute, imagine, je te dis pas que c'est le cas. Je te dis pas que... Ouais, je suis d'accord, il a juste pris un râteau, il est dégoûté. Il est vraiment dégoûté. Ah oui, non, mais lui, il se croit dans les 1%, Morgan, absolument. Hein. Il a avalé la pile rouge de travers, effectivement, l'ego, c'est un narcissique, bien sûr. Non, mais c'est dangereux, hein, ce genre de discours. Ça sera le cas. Je l'ai laissé un peu mijoter. Je sais pas ce qui va se passer avec elle, mais en tout cas, elle est intéressante et je la garde un peu sous le bras pour l'instant. Ah, je la garde sous le bras, hein. Ouais. Hein. Je l'ai mise de côté au magasin des femmes, j'ai mis une femme de côté. Hein. Oh là là, mais la vision déshumanisante. Je lui dis, voilà, t'es en face d'un mec qui a l'âge qu'il faut, qui a les revenus qu'il faut. Je lui dis pas combien je gagne, sinon elle va pas dormir de la nuit. Et je lui dis, t'es face à cette opportunité qui n'arrivera peut-être qu'une fois dans la vie. Je sais pas combien de fois dans ta vie tu vas rencontrer. Alors j'ai pas été modeste sur le coup, hein, je vous préviens. Mais je lui ai dit combien de fois dans ta vie tu vas rencontrer un mec génial qui gagne de la thune, qui te kiffe, qui kiffe les femmes de l'Est, qui te trouve sympa, avec qui t'as connecté. Tu penses vraiment que quand t'auras fini ton délire de working girl dégénéré, il y aura des mecs comme ça à l'appel? Ton délire de working girl dégénéré, hein. J'espère que vous travaillez pas, hein, là, les femmes délirantes, working girl dégénérées. Hein. Et je l'ai laissé sur ça. Je vais certainement la revoir parce que c'est une... Et il la laisse sur ça. Genre, allez, salut, allez, ciao. À dans 2 ans. Oh, le mec, il a la haine. Oui, il prouve que les critères, ça marche pas. Oui, c'est un rageux. Alors là, il a la haine totale. Hein. C'est extrêmement sympa. On va voir ce qui va se passer. Mais nous, les mecs, on va pas chialer dans la kitchenette. Hein. Non. Nous, quand on a un rejet, on est digne. Hein. On en fait sûrement pas une vidéo de 34 minutes sur Internet. Hein. Et ça vous montre à quel point le monde du travail, le monde de la carrière a fait des dégâts. Et si ça se trouve, cette gonzesse qui est très sympa, qui a du potentiel, va finir seule. Elle va continuer à faire la working girl. Elle va continuer à travailler, à essayer de faire sa carrière, de gagner du fric. Mais si elle a pas envie d'être avec des mecs, fous-lui la paix. Déjà, elle est peut-être lesbienne, pour commencer. Et puis surtout, elle a peut-être pas envie d'être avec un mec en ce moment. Fous-lui la paix, c'est pas possible. De monter dans la hiérarchie. Sauf que le physique, l'envie de vivre, l'espèce de joie de vivre qu'elle a, et qu'ont les jeunes femmes, plus ça se dégrade avec le temps, plus tu rencontres de connards, plus tu as de relations quand tu es une femme, plus tu es usé, et moins tu auras tendance à être romantique, Plus tu rencontres de connards, et moins tu as tendance à être romantique. Mais David, c'est plutôt l'inverse, hein, que plus tu rencontres de connards, et salut vers Newsix, et plus au contraire tu as envie d'une relation qui soit saine et qui soit romantique. Hein. À faire confiance aux hommes, à avoir envie des hommes, à avoir cette naïveté qui fait que tu peux vraiment créer, te lancer dans une relation. C'est aussi ça le problème des femmes qui ont dépassé la trentaine, c'est qu'elles sont usées, elles sont cassées, et elles ont de grandes difficultés à avoir des relations saines.
Bah, si toi tu dis qu'à partir de 27 ans, elles sont déjà trop vieilles et que tu les touches plus, et qu'il faut pas qu'elles travaillent, etc., bah oui, quand elles tombent sur un mec comme toi, elles sont épuisées, quoi, évidemment. Et moi, ce que je prédis, c'est que le vocabulaire va changer. Et retenez ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, on parle de femmes libres et indépendantes. La fameuse femme de la série Sex and the City, les femmes indépendantes qui exploitent leur sexualité. La fameuse série féministe Sex and the City. C'est génial, working girl, la carrière, etc. Mais je vous dis un truc, dans le futur, on ne parlera plus de femmes libres et indépendantes. Le seul mot qu'on va utiliser, c'est femmes seules. On parlera des femmes seules, des femmes isolées, qui représenteront la moitié des femmes. La moitié des femmes, des jeunes femmes, entre 25 et 44 ans, seront seules et sans enfants. Voilà la réalité vers laquelle on va. Mais déjà, c'est pas grave de pas être tout le temps en couple. Puis en plus de ça, donc cet article, en fait, est un article qui vous incite justement à investir. Donc c'est pas du tout un article, évidemment. C'est de la publicité cachée qui vous incite à investir dans différents trucs avec des liens vers des conseils de gestion, machin. Enfin bon, voilà. Et il se base là-dessus pour parler de ces trucs-là. C'est terrible, quoi. Par contre, ce qui se dit pas, c'est que si jamais les femmes sont célibataires, les hommes aussi, parce qu'on est à peu près 49% dans le monde, hein. Et c'est pas grave de pas avoir des enfants, absolument. Enfin, je veux dire, c'est terrible, hein. Assister à un glissement parce qu'on ne pourra plus cacher cette réalité. Ça sera quelque chose qu'on verra partout. Vous allez sortir en 2030 et vous verrez plein de femmes seules dans les bars, dans les cafés, dans les restaurants. Ça sera triste, ça sera moche, comme dirait un ami à moi. C'est moche. Et les seuls qui profiteront de ça, eh bien, c'est les banquiers et c'est Morgan Stanley qui se frotteront les mains à l'idée de cette manne financière, de la solitude des femmes. Et aujourd'hui, eh ben, s'il faut acheter des entreprises qui capitalisent sur la solitude des femmes. Achetez des entreprises de chats, hein, d'accord. Faites des élevages, comme Marine Le Pen. Faites des élevages très vite. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Enfin, c'est terrible, hein. C'est vraiment une vision terrible. Et dangereuse, en plus de ça, à la frontière de la culture du viol en permanence, et je ne comprends pas, en fait, que ce type-là, il soit suivi, vraiment. Je ne comprends pas que les gens ne se disent pas, attention, il y a quand même des red flags absolument partout, quoi. Est-ce qu'il a partagé des shorts? Ouais, il a partagé des shorts. Alors là, on a les jeunes femmes préfèrent les hommes plus âgés, le crédit social, le scénario Black Mirror. Alors, crédit social, du coup, on sait qu'on est plutôt dans une société hyper masculine, de ce côté-là, d'un point de vue social. L'âge d'or, donc c'est Tom Cruise, ok. L'homme supérieur et les femmes. Oh, est-ce que les femmes de plus de 25 ans, le cas Leonardo DiCaprio, est-ce qu'on se mettrait pas ça, le petit short là, 135 000 vues? Combien de temps ça dure cette merde? Parce que j'ai pas non plus envie d'y passer tout le week-end. Phénomène de DiCaprio qui dégage systématiquement les gonzesses dès qu'elles ont dépassé les gonzesses 25 ans. Pour lui, au-delà de 25 ans, c'est trop vieux. Et il n'a pas complètement tort, hein. Les femmes dépassent leur pic, ou plutôt passent leur pic de fertilité après 25 ans. Oh là là. Mais le pic de fertilité, il dépend des sécrétions croisées de LH et de FSH. Il dépend simplement du fait qu'il y ait encore des ovules à féconder. Enfin, je veux dire, on est encore fécondable à 30 ans. Enfin, j'ai dit fécondable, excusez-moi, hein, je voulais pas, mais c'était juste pour lui répondre, quoi. Idéalement, c'est entre 22 et 25 ans. Allez, pour être généreux, je vais dire après 27 ans, c'est la pente descendante. Et ce que je dis, c'est pas une moquerie ou une critique, hein. Ce que je dis, c'est la réalité biologique des femmes. La réalité biologique, eux, ils sont, comme dit Pat During, ils sont en relation directe avec la réalité, eux, hein. Pas vous, hein. Il est scientifiquement prouvé que le pic de fertilité chez une femme se situe entre 20 et 30 ans pour être là. Mais le pic de fertilité, ça veut dire quoi? Pic de fertilité en biologie, c'est les moments où justement l'ovule a été, l'ovule est libéré, quoi. Ou l'ovule potentiellement pas libéré, mais peut être, si, est libéré dans la trompe au moment de la fécondation. Enfin, à la période où la femme peut potentiellement, où le spermatozoïde peut potentiellement féconder l'ovule. De quoi il parle? Large, mais en général, à partir de 26-27 ans, le nombre d'ovules commence à baisser. Mais non, mais le nombre d'ovules, en fait, il est fixe au moment de l'adolescence, à partir des premières règles, et il baisse à partir des premières règles. Aïe, aïe, aïe. Donc, plus on s'éloigne de cet âge, plus il est difficile de concevoir. Et ce phénomène de DiCaprio qui dégage systématiquement les gonzesses dès qu'elles ont dépassé les 25 ans, pour lui, au-delà de 25 ans, c'est trop vieux, et il n'a... Oh là là, on est en train de se le revoir une deuxième fois, ça suffit. Bah voilà. Voilà ce qu'il va falloir que j'analyse prochainement. Je n'ai pas hâte. J'ai vraiment pas hâte. Est-ce qu'on va regarder les commentaires dans la vidéo? Oui, il faut qu'on voit... Il faut qu'on voit ce que les gens qui suivent en pensent, parce qu'à mon avis, les gens ils se sont pas révoltés dans les commentaires. J'ai pas lu encore les commentaires, mais j'ai bien peur que ce soit un peu le cas, quoi.
Bref. Alors, qu'est-ce que disent ces personnes? Ah, il y a un commentaire d'une femme qui nous dit « Je suis une femme de 27 ans, j'aime vous écouter car vous êtes très réaliste. Je confirme qu'aujourd'hui, il est devenu très compliqué pour une femme de se caser. La plupart de mes copines sont célibataires alors qu'elles sont éduquées et indépendantes. Certaines ont fini par adopter des chats ou des lapins. Oh, des lapins, c'est mignon les lapins. D'autres sont dépressives au point de passer des nuits blanches en train de pleurer. Oui, mais c'est très triste, mais c'est probablement pas parce qu'elles sont célibataires. Hein. Le paradoxe, c'est que certaines d'entre elles jouent aux féministes sur les réseaux sociaux, alors qu'en off, elles sont très malheureuses. Bon, en fait, on peut être féministe et heureux ou féministe et malheureux. Hein. Féministe, c'est une posture politique. Hein. À 18 ans, je me faisais aborder par des mères de 40 ans bourrées en boîte de nuit. Ça m'a marqué, c'était gênant. Je pense qu'elles détestent leur vie. Oh, comment c'est trop méchant. Bon, bref. Vidéo à pic pour comprendre mes copines. Non, non, Pauline, pitié, Pauline, fuyez, fuyez, Pauline. Restez pas là. Ne restez pas là, quoi. 23 ans enceinte de son compagnon. Bon. Bah voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour contrebalancer Ah, j'aurais pas assez de... Ah, j'aurais pas assez de câbles. Regardez-moi cette merveille. C'est ce que mon ami que j'accompagne dans ses démarches m'avait offert il y a 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Je trouve ça super. Oui, hétéro et féministe, bah oui, il y a des contradictions difficiles à gérer, ça c'est vrai. Bah écoutez, voilà. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose avant le vrai live de demain? S'il y a des trucs que vous voulez qu'on voit, je sais pas très bien là ce qui s'est passé récemment. J'ai des trucs dont je voudrais vous parler demain qui font vraiment mal au cœur. Vraiment mal au cœur. Il y a des problèmes en France, une régression des droits des femmes, en particulier dans le milieu judiciaire, c'est catastrophique. Attendez, on va pas partir déprimé, certainement pas. On va pas partir déprimé. Alors... Ah oui, j'ai ça, écoutez, effectivement, ça va être très très long. Apparemment, un live de Frédéric Delavier hilarant, hein, c'est Gaïs de Geek and Fit qui m'a dit « Il faut que tu vois ça, il a jamais entendu des trucs aussi sexistes. » 2 heures sur le point entre les différences hommes-femmes, ça je sais pas si je vais avoir le courage de me taper ça. Non, on va pas partir déprimé. Qu'est-ce qu'on se fait pour pas se déprimer? Comment savoir si une femme est intéressée? Ah oui, ça on l'a déjà analysé ça, hein. Une vidéo simple. Sur quoi vous voulez qu'on se laisse? Toujours un sacré décalage entre le live et les commentaires. Bon, on peut se laisser là-dessus, hein. On peut se retrouver demain à 13 h, en espérant que Monsieur Delavier sera là vers 14 h. J'espère. Ce serait intéressant. Des blagues misandres. Je ne connais pas de blagues misandres. Enfin, si, on m'en avait raconté 2-3 que je trouvais assez drôles. Alors, j'ai tapé blague misandre. Et qu'est-ce qu'on me dit? Aïe. Non, c'est pas terrible. Je vais pas les raconter, c'est très gênant. Vas-y, Calamity. Raconte-nous quelque chose. Raconte-nous une petite blague et on se laissera sur une blague misandre. Point commun entre un homme et un trampoline? Eh ben, je ne sais pas. Ah, le suspense est à son comble. Tu envoies en l'air 5 minutes et après ça prend toute la place pour rien. Pas mal. Pas mal. Bon bah écoutez, je vais arrêter le stream pour YouTube. Salut à toutes les personnes qui ont suivi du coup ce live par YouTube. On se retrouve très vite. Twitch.tv/lefouallier. À bientôt.